Salut, c'est Adil et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Patron, le seul rendez-vous où tu peux discuter directement avec les stars de la Startup Nation. Ça se passe sur Twitch, un mardi sur deux à 21h et en replay sur YouTube et sur Spotify. Comme tu vas le voir dans quelques instants, ce n'est pas du tout un podcast classique où l'invité va raconter son parcours, mais plutôt des questions-réponses avec l'audience, ce qui est grave stylé et ce qui change, on va pas se mentir. N'oublie pas de follow Le Patron sur Instagram pour ne pas rater les prochains lives et de t'abonner ici si tu kiffes. Un petit like, commentaire, tu connais, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas, à force de côtoyer les patrons, on finit par l'être. Profite. Yes. Yes. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait grave plaisir. Pourquoi ça fait plaisir? Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait un live chez WAM. Voilà, c'est ça. La dernière fois, c'était à Canton-Libourban, c'était pas ici. Et j'étais très dégoûté parce que tu vois devant toi le nombre de matos nécessaires. Et il a fallu déplacer tout ça, partir ailleurs. J'étais là, moi, non, flemme. Et là, c'est cool. Franchement, là, c'est cool. Donc, bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue du coup sur Le Patron, le seul rendez-vous pour échanger avec les stars de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai une star avec moi. Ça te va pour l'instant? La pression, t'es quoi. Pas trop à l'aise. Non, mais ça va être cool. Et franchement, Kevin, je sais pas comment te dire, mais tu m'impressionnes de ouf parce que je te connais depuis un bon moment. Toi, tu me connais pas depuis un bon moment, mais moi, je te connais depuis un bon moment, tu vois. Et depuis l'époque, j'étais là, moi, ce mec est incroyable. Depuis le début de Hook. Et on va parler de tout ça, de Hook, de Pianity, de plein de choses. Biril aussi, au bout d'un moment, je suis sûr que le sujet va tomber au bout d'un moment. Et puis voilà. Donc, j'ai pas trop envie de tarder sur l'intro. Pour faire simple, donc, je suis avec toi aujourd'hui dans Kevin Primiserio. Serio, c'est ça? Ouais. Ok, attends, comment ça se prononce? Primiserio. Primiserio. Exactement. Ok, je vais essayer de bien le prononcer d'ici la fin du talk show. Du coup, tu es titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées. C'est ça. Centrale Supélec. Exactement. Ok, diplôme en informatique de l'école 42. Exactement. Ok, et du coup, tu as monté aussi Hook. D'après ce que j'ai compris, c'est l'accélérateur de 42 qui est du coup les startups de 42 à accélérer et à passer de l'idée au product market fit, comme on dit. Ouais, exactement. Donc en gros, à la base, j'avais monté l'assaut d'entrepreneuriat de 42 qui s'appelle 40 entrepreneurs. Et au bout d'un moment, on a commencé à accompagner pas mal de startups et on s'est dit ce serait bien d'aller plus loin. Et une manière d'aller plus loin dans l'accompagnement, c'était de pouvoir investir dans les boîtes. Parce qu'on se rendait compte en fait que ce qui limitait beaucoup les boîtes de l'époque, c'était compliqué pour eux de passer full-time sur leur boîte. Et donc, on s'est dit, si on arrive à leur donner assez d'argent pour qu'ils puissent se dire pendant 6 mois, 1 an, je suis à plein temps sur mon projet, ils auront plus de chances de réussir. Et donc là, on a monté Hook qui investit dans des alumni de 42. Ok, donc Hook pour l'investissement de les alumni de 42 et également du coup Pianity qui est, d'après ce que j'ai vu sur la presse, la plateforme française de NFT musicaux. Ça te va? Exactement. Ok, parfait. Voilà, moi j'appelle ça le Spotify du Web3, ça te va aussi ou... C'est encore mieux. Ok, yes. Je suis plus fort que les journalistes. Allez. Du coup, Kevin, moi, une question que j'adore poser à tous les invités que je reçois. Ta semaine, est-ce qu'elle est... Là, on est mardi soir. Startup ou au calme? Alors là, c'était plutôt au calme. Ah, c'est bien. D'habitude, les fondateurs, ils sont là en mode ouais, startup. C'était plutôt au calme. On Qu'est-ce sort qui s'est d'un passé? week-end de 4 jours. C'est vrai. J'ai oublié ce détail. Ok. T'as fait quelque chose hier ce soir ou pas? Non, mais dimanche soir, on est sorti avec toute l'équipe Pianity. Parce que Simon, mon cofondateur, jouait au Cabaret Sauvage. Donc on est tous allés le voir, on s'est bien éclaté. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Et du coup, toute l'équipe avait son RTT gratuit lundi pour pouvoir se reposer de cette belle soirée. Ça, c'est stylé. Ok, on va parler de tout ça, on va parler de l'équipe, on va parler de pas mal de choses. Merci encore de votre confiance, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'il y a déjà des messages sur le chat, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup les amis. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le programme d'aujourd'hui, comme d'habitude. Donc on va savoir qui est Kevin, après c'est quoi Pianity, après vos questions du coup sur Twitch, et après du coup on enchaîne sur l'anecdote. Ou les pires anecdotes plutôt. Et on conclut avec les minutes mentorat parce qu'on a quelqu'un qu'on va mentorer aujourd'hui comme d'habitude. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Yes, let's go après le jingle. Alors, le qui es-tu, c'est très rapide. L'idée, c'est juste qu'on sache un peu plus sur toi. Donc, la personne, le Kevin, qui est devant nous aujourd'hui. Je vais te poser juste des questions. Il faut répondre sans réfléchir. Ça te va? Ok. Donc, ton nom. Primiserio. Ton prénom. Kevin. Ton surnom. Kevin.
Ok, t'as pas un truc Ou prime. Quand Ah, j'étais jeune, bah on voilà, disait j'étais prime. sûr. Ouais. Il faut un truc. T'as quel âge? À 32. Est-ce que tu le vis bien? Ça va. Ça va. Attends, c'est pas un oui, hein. Faut s'y Qui, faire, hein. qu'est-ce qui va pas? Non, tout va bien, mais bon, tu te dis t'as 32, quoi. Non, il y a un truc, il y a un truc. Oui, mais du coup, t'as 32, c'est... Bah, tu vis moins les gueules de bois, Ah oui, des trucs ok, comme ça, ok, tu vois. ok. Ok, ça marche. Ta ville de naissance? Thionville, Ok. Ta ville de résidence? Paris, Ok. Quelle langue tu parles? anglais, c'est tout. Et français? Et français, ouais. Voilà. Ok. Tes origines? Italienne à 3 quarts et un quart polonaise. Ok. À chaque fois que je pose la question, j'ai des surprises comme ça, j'adore. Ok, stylé. Ta situation familiale? Célibataire, c'est ça le. Oh, oui, c'est ça. Ok, Merci. sans enfant. Ça va. Ok. Ton école? Mon école dans quel Cursus scolaire, du coup. cursus scolaire, bah du coup centrale et 42. Ok. Ta profession? Entrepreneur. Ok. Tes passe-temps? En ce moment, le yoga. Ok. C'est propre. En plus, tu m'as parlé de ça avant qu'on Ouais, qu'on démarre. Ta plus grosse fierté? c'est Ah, chaud ça. allez, sans réfléchir, premier truc qui t'arrive dans ta tête. Être indépendant. Ok, stylé. Si tu pouvais dîner avec une personne qui est soit morte, soit vivante, qui vas-tu choisir? Bah là, tu m'influences parce qu'on a parlé de Paul Graham, par exemple, Ouais, avant. Donc ok, je dirais peut-être ok. ça. Fallait pas que je parle de ça tout à l'heure. Mais ok, vas-y, Paul, vas-y. Et du coup, imagine que derrière cette caméra, il y a Kevin Perrault, que tu connais très bien. Ouais. Voilà. En gros, voilà, les amis, Kevin, c'est un des cofondateurs de BeReal. Euh, voilà, imagine voilà, que Kevin te regarde, bah parle-lui. Bah mec, congrats, hein, parce que c'est chose que vous avez fait. Vraiment, quoi. Donc continue comme ça. Et je crois qu'il y a un vote en ce moment, là, il a fait un petit post sur LinkedIn, donc allez voter pour Biril sur son petit post qu'il a fait aujourd'hui ou hier. Ok, ça marche. Du coup, là, il va recevoir ça dans la semaine. Cool. Bah, voilà, c'était un petit peu on va dire la partie qui est pour savoir un peu plus sur toi. Donc là, on passe au pitch pour savoir plus sur Pianity. Et comme ça, on a les bases. Et comme ça, on peut enchaîner sur les questions. Et j'ai envie de savoir toutes vos questions. Et ça arrive après le jingle. Voilà, comme ça, on lance Pianity. Let's go. Alors, là, on va utiliser du coup les sabliers. Parce que tu as posé la question tout à l'heure à quoi ça sert. Donc voilà, on revient les amis avec les sabliers, 30 secondes comme d'habitude. Et l'idée voilà, c'est que je vais te poser une question, tu me réponds et on va faire un peu le tour euh, comme si tu es devant un Invest et que on veut savoir plus sur la boîte. Ça te va? Parfait. Ok, première question du coup. Le client, décris-nous ton client parfait. Alors nous, on a deux types de clients. Tu Ouais, as d'un côté les artistes et de l'autre côté les fans. Donc pour les artistes, le client parfait, c'est un artiste indépendant, plutôt musique électronique aujourd'hui, et qui a envie de s'exprimer, soit de gagner plus d'argent, parce qu'il n'en gagne pas sur les plateformes de streaming, soit s'il gagne déjà beaucoup d'argent dans ses dates, etc., de s'exprimer différemment de manière artistique. Pour les fans, l'objectif, ça va être de se connecter davantage. Ah, j'en avais deux Yes. aussi, c'est plus difficile. Yes, j'étais sûr. Vas-y, les fans du coup. Parce que je veux bien Et en savoir. fait, pour les fans, le fan parfait, c'est le super fan en fait. Ok, Donc c'est la personne qui va déjà en concert et qui a envie de prolonger son expérience avec l'artiste, d'être en contact de l'artiste ou de la communauté de l'artiste. ok, parfait. Le problème du coup, c'est quoi le problème de ton client? Le problème de nos artistes, c'est qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Ok, et des Le fans? problème des fans, c'est qu'aujourd'hui, c'est impossible de parler avec son artiste préféré. Tu vois, tu streams, mais il n'y a aucun contact. En fait, Spotify, c'est un espèce de nuage de fumée entre l'artiste et le fan, quoi. Ok, donc il y a toujours tu vois, et là, t'as encore du temps. Yes. On enchaîne dans 3, 2, 1. Parce que sinon, c'est ça pour les sabliers, tu vois, parce que je peux pas l'épuiser. Faut pas que j'aille trop vite. On recommence. Et je pense que tu connais très bien ma prochaine question qui va être du coup la solution. Qu'est-ce que tu proposes? Nous, ce qu'on propose, c'est de redonner de la valeur à la musique. Ok, Aujourd'hui, la musique a été très dévalorisée parce que on a l'habitude de payer 10 euros par mois pour avoir accès à tout. Donc, typiquement, la valeur de Spotify, c'est musique pour tous, mais c'est ultra dévalorisant pour la musique en termes d'art, contrairement à un tableau de peintre qui va être très valorisé parce qu'il est unique, il a été fait par l'artiste. du coup la solution? Donc, nous, dans le digital, on permet pour la première fois aux musiciens d'avoir accès à cette édition limitée.
Et du coup, d'avoir cette perception de valeur qui est beaucoup plus grande. Ok, tu joues très mal le jeu. Pourquoi? C'est fini. Bah, c'est bon. Oui, mais en gros, tu finis ta phrase après que c'est terminé, tu vois. Ah oui. Faut couper le micro. Oui, c'est ça le truc. Comme au Parlement, tu vois, tu imagines le truc en mode, hey, ouais, et moi je suis là en mode, ouais, non. Vas-y, on continue. Donc, quatrième question, business model, du coup, comment tu gagnes de l'argent avec Pianity? Là, je vais aller beaucoup plus vite que 30 secondes. Vas-y. C'est une marketplace, on prend 20% sur les transactions. Ok. Franchement, voilà. Ouais. Je sais plus quoi dire. Tout à l'heure, c'était trop lent. Là, c'est trop court. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas grave. En plus, il y a Hugo qui va faire le montage par la suite. Je sais pas comment il va faire, mais bon courage, Hugo, d'ailleurs, pour ce montage. Voilà, bravo. Yes. J'attends du coup là que ça se termine et après on enchaîne sur la prochaine question. Et je pense que tu la connais aussi très bien parce que dans le pitch, on parle de client, problème, solution, business model et on enchaîne sur l'MVP. Du coup, là, c'était quoi ton MVP? Alors le MVP c'était assez marrant, je vais pas 30 secondes pour le dire, mais nous le MVP c'était juste que tu puisses acheter un NFT sur la plateforme. Mais en fait on avait fait une façade où tu avais l'impression qu'on avait une marketplace complète, mais il y avait plein de trucs qu'on faisait à la main derrière, tu vois, et on transférait les NFT à la main, etc., etc. Et notre but ça a été de se lancer, on a lancé, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a vendu notre premier NFT, il y a eu 6 semaines. Et tu pouvais payer par carte bleue, parce que beaucoup de plateformes, tu peux pas le faire aujourd'hui en termes de NFT. Ok, on enchaîne. Du coup, là, tu as le produit, tu as l'MVP qui est prêt. Le plus important, c'est que les gens savent que ça existe. Et du coup, ça a été quoi votre stratégie de distribution pour atteindre vos clients? On a commencé par la communauté crypto, en particulier de la blockchain sur laquelle on est qui s'appelle Arweave, et puis bien sûr l'entourage de l'artiste. Donc le but, c'est que l'artiste parle de son NFT à ses fans et que ce soit ses fans qui viennent acheter sur Pianity. Ok, donc vous avez attaqué d'un côté la communauté, Exactement. blockchain, et d'un côté, du coup, les artistes via leur entourage, et que c'est eux qui sont devenus vos ambassadeurs par la suite. Exactement. Et nous, notre rôle, c'est d'augmenter la rétention pour que les gens ne partent plus une fois qu'ils sont chez nous. Ok, ça marche. On enchaîne, du coup, sur les coûts. Donc, combien ça a coûté le lancement de Pianity? Pas très cher. Hein. Ouais, Ça, un chiffre. tu vois, on a mis 100 euros de capital. Non, on a mis 1000 euros de capital. Ok. Mais les frais. C'est tout. Et après, quelques serveurs. Allez, 2000 euros max. Ok, c'était quoi les 2000 euros? Ah non, on a payé une amie designer. Allez, 2500 euros au total. Ok. Pour qu'elle nous fasse une charte au début, etc. Qu'on parte pas de rien. Donc Sixtine qui bosse sur Hook aussi. Et voilà. Donc 2500 euros, on va dire. Ok. Le financement, donc comment t'as fait pour choper les 10 500 euros? D'habitude, c'était grosse somme, tu vois. C'était de ma poche. Quoi, c'était Ok, de ma poche. Enfin, ok. voilà, on a fait un tiers pour le capital avec mes deux associés. Et après, l'argent, c'était de ma poche, grosso modo. Ok. Mais bon, je pense que 2500 euros, n'importe quelle personne qui est motivée pour monter sa boîte peut les trouver. Quoi. Ouais, ça va. Parce que Cédric de Brix, il nous a sorti, je pense, 300 000. Et là, c'était pas pareil. Ah, c'était pas le même MVP. Ouais, non, c'était pas du tout pareil. Après, son MVP, c'était différent. Il nous a parlé à l'époque, c'était quoi? En gros, Cédric, il avait dit quoi? Son MVP, c'était une vidéo qu'un Indien lui avait fait et qu'il a réussi qu'il a posté sur le groupe French Startups. Ok. Et il y a eu beaucoup de monde via cette vidéo-là, sur un post. Et après, il s'est dit, en vrai, ça intéresse les gens, donc vas-y, je lance Brix, tu vois, par la suite. Donc, il a fait ça un peu à la Dropbox. Exactement. Yes, on enchaîne. Du coup, founder, pourquoi vous? Donc toi et ton équipe et pas d'autres? Alors, Simon, producteur de musique électronique, on a eu l'idée ensemble. Concrètement, en soirée, il me faisait écouter de la musique et on s'est parti de là, quoi. Pas le confinement, mais quand il y avait le couvre-feu encore au mois de mars l'année dernière. Et Lancelot, parce que je bossais avec lui en freelance, je savais qu'il était extrêmement bon. Et donc, dès le premier ou le deuxième jour, voilà, on était tous les trois. Et après, on a ramené quelques amis. On était en fait 5 ou 6 dès le début de Pianity. Et pourquoi toi? Parce que, écoute, c'est tombé sur moi. Ok. Je sais pas si c'est rassure un investisseur, mais ok. La concurrence. Quels sont vos concurrents? On a principalement 2 concurrents aux États-Unis, un qui s'appelle SoundXYZ et l'autre qui s'appelle Catalog.works, qui sont tous les deux assez particuliers parce qu'ils se basent essentiellement sur de la spéculation, tu vois, pas tant comme je le disais, de créer des communautés autour des artistes. Après, franchement, on a une quarantaine de concurrents dans le monde, mais eux, c'est vraiment les 2 principaux. Ok, on enchaîne. Et du coup, voilà, maintenant qu'on connaît vos concurrents, c'est quoi votre unfair advantage? Et qu'est-ce qui fait la différence entre vous et eux? Nous, c'est le produit. Enfin, il suffit d'aller sur pianity.com, vous allez regarder le produit. Par rapport à nos concurrents, il n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus facile à utiliser. L'expérience d'écoute est bien meilleure. On ship des features bien plus rapidement.
Donc clairement, notre unfair advantage, je pense qu'on est irrattrapable d'un point de vue produit aujourd'hui, vu notre taille d'équipe, etc. Ça j'aime bien. J'ai plein de questions sur le produit d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, voilà, si vous avez des questions sur le produit, ça arrive dans quelques instants. On enchaîne donc sur le premier recrutement qui a été le premier recruté sans associé. Félix, qui est notre dev front-end, qui est notre premier salarié, et Xavier, qui était Niel d'abord... Non, Ça aurait été drôle, de son ouf. cousin. Donc Xavier, qui était au début sales, enfin artist relations, et maintenant qui est sur la partie produit, justement, product manager. Ok, du coup, ils ont rejoint en tant que CDI, stage, alternance. Au début, gratuitement, Ok, le temps qu'on lève des fonds, et ensuite CDI. ok, propre. On enchaîne donc sur le future growth. Et du coup, comment tu voyais la suite de Pianetti au lancement? Alors, j'ai pas compris la question. Yes, je suis un très mauvais investisseur. Ça, il n'y a pas de problème. Du coup, imagine, donc là, on est au début de Pianetti. Et comment tu voyais la suite? Où ça va aller? Jusqu'à où? Ah, depuis le début, moi, j'ai envie de remplacer Spotify, comme tu l'as dit en intro. Ok, dès le départ. Depuis le premier jour, le but, c'est de changer le business model de la musique, de faire quelque chose qui capture plus de valeur et qui en redistribue plus aux artistes, et du coup de remplacer Spotify. T'as rencontré Daniel Ek ou pas? Non, j'ai rencontré un des cofondateurs de SoundCloud, par exemple. Propre. Ok. Et Daniel, t'as envie de le rencontrer ou pas? Si. Non? Bah franchement, ouais, j'aurais pu peut-être, bof, je sais pas. Mais je trouve pas que c'est quelqu'un qui m'inspire particulièrement, Ok. mais si on me dit tu rencontres Daniel demain, je dis oui. Ok. Je connais pas personnellement, mais ok, ça marche. Les amis, je prends vos questions juste après, bien évidemment, voilà, comme vous connaissez, la petite pub, voilà, de notre partenaire, qu'il s'agit de Factory Club, les amis, voilà, vous connaissez très bien, c'est la plateforme qui vous permet de choper 50 000 euros de prêt grâce à leur partenaire bancaire, et ça vous permet également, du coup, de suivre votre progression en tant que fondateur aujourd'hui, et également, du coup, d'avoir l'accès à leur communauté d'investisseurs sportifs. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà, pour ceux qui cherchent à lever des fonds par la suite. Voilà pour Factory. Je vais pas trop tarder dessus. Merci beaucoup, encore une fois, Kevin, de toutes ces réponses. Maintenant, on connaît un peu Pianetti. Je pense qu'on a pas mal de questions. Je pense que vous avez plein de questions. Et ça arrive après le jingle. Prêt? Il y en aura pas mal. Hein. Il y en aura pas mal. Ça va être très cool, Alors, je check les questions. Ah, voilà. On a une première de DZ, DZ Red One. Ma question c'était, vous ne pensez pas que les NFT c'est mort après la grosse chute du volume sur OpenSea? Est-ce que les NFT c'est mort? Les NFT, c'est très loin d'être mort. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, le volume sur OpenSea a chuté énormément, mais il faut avoir en tête que c'était principalement de la spéculation. Je vous encourage à aller regarder le volume, par exemple, de Sora, qui a chuté aussi, bien sûr, mais qui n'a pas été divisé par... là, on parle de divisé par 100 pour OpenSea, alors que Sora, ils ont peut-être divisé par 2, 3 max. Donc, c'est vraiment pas pareil. Et en fait, ça montre que les NFT qui apportent plus que juste la partie spéculative, donc pour Sora, c'est la partie fantasy game. Pour Pianity, c'est la partie communautaire, c'est la partie utilitaire qui est en plus. Sont beaucoup plus résilients à ça et sont beaucoup plus détachés de juste la partie spéculative sur les NFT. L'autre raison qui, moi, me montre que les NFT ne sont pas morts, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. Typiquement, je trouve que le bear market aujourd'hui dans les cryptos n'a rien à voir avec le bear market d'il y a 4 ans, parce qu'il y a 4 ans, plus personne ne parlait des crypto-monnaies pendant le bear market, à part les quelques startups qui essayaient de construire quelque chose. Aujourd'hui, vous allez parler à n'importe quel, même grand groupe, n'importe quelle startup, etc. Même les investisseurs regardent toujours ce qui se passe du côté des NFT et des cryptos en général. Ok, donc c'est pas mort à 100%. Ok, ça marche. Je prends une deuxième question du coup. Toujours, voilà, de Red One. C'est quoi le but de procéder à un NFT? Est-ce que ça a une relation avec le flex? Alors oui, ça a une relation avec le flex. C'est quoi le flex? Flex, c'est quand tu sors de la salle et tu montes ton biceps, tu vois, Ok. tu montres que tu es plus fort que les autres. Ok. Alors, nous, on pense qu'on a 3 types d'utilisateurs, d'acheteurs. Ok. On a donc le fan dont je parle parce que pour nous, c'est vraiment le endgame, c'est vraiment ceux qu'on veut viser. Il y a le spéculateur et il y a le collectionneur. En gros, le spéculateur / investisseur, il vient pour acheter, revendre plus cher, il veut gagner de l'argent. Simple à comprendre. Le fan, il vient pour augmenter son expérience avec un artiste, pour peut-être avoir un accès studio avec lui, pouvoir le rencontrer avec un dîner, peu importe.
Et finalement, le collectionneur, lui, il veut peut-être un peu flex quand même, parce qu'en gros, il veut collectionner les NFT sans forcément les revendre, mais montrer qu'il les possède. Typiquement, c'est exactement ce qui se passe pour les profile pictures. Donc quelqu'un qui va acheter un Bored Ape, a priori, il va pas souvent le revendre, il va le garder, il va le mettre en profile picture sur Twitter et il a juste envie de flex en fait. Mais du coup, ces 3 profils dont tu parles, est-ce que c'est les mêmes qui s'appliquent sur tous les NFT ou c'est différent? Je pense que la dimension fan, elle va pas forcément s'appliquer, mais collectionneur et investisseur, ouais, je pense que Souvent, c'est ce qui se tu passe. vas les Ok. avoir souvent. Ouais. Ok. Et niveau invest, ça donne quoi? Si aujourd'hui, moi, j'achète un NFT, je peux faire combien? Et pourquoi? Comment ça fonctionne? Comment je peux gagner de l'argent derrière? Alors sur Pianity, on a créé une page statistique, par exemple, où tu peux voir un petit peu les statistiques de tous les NFT en termes de musique, tous les groupes de NFT d'un artiste. Ouais. Et en fait, tu peux voir un petit peu comment évoluent les volumes, comment évolue le floor, pour ceux qui connaissent, donc c'est le prix minimum d'achat. Une des techniques qui est assez connue pour gagner de l'argent, c'est t'achètes le moins cher Ouais. et tu le mets en vente un tout petit peu plus cher pour faire monter le floor. Ok. Et si quelqu'un l'achète, Oui. t'as pris la Ok. différence. Tu vois. Ok. Ok. Et d'autres techniques? Ça, c'est la principale. Et du coup, tu en as qui font ça à grande échelle. Ils vont essayer d'acheter les 10-20 NFT les moins chers et les revendre un petit peu plus cher. Tu vois, et eux-mêmes vont réussir à Augmenter rehausser le à chaque floor. fois. Ok, Ouais. ok, ça marche. On enchaîne. Baba qui nous dit, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont vendu leur startup et qui le regrettent? Vraiment très très bonne question. Est-ce que tu connais des gens qui ont vendu leur startup et qui regrettent? Comme ça, je pourrais pas citer de nom et je pourrais pas l'affirmer, mais typiquement aujourd'hui, je me demande, c'est une question ouverte, Antoine Martin et Zanli, tu vois, maintenant Ouais. qu'on a vu la nouvelle où Snap a décidé de couper Zanli, euh, à mon avis, il doit regretter d'avoir vendu. Mais je sais pas, j'en ai Mais aucune pourquoi? idée. Bah, parce que c'est ton bébé, t'imagines, tu vends ta startup. En plus, Antoine, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait vendu sa startup et il avait continué à bosser chez Zenly, chez Snap pour Zenly, Ouais. et il s'est pas cassé juste après avoir vesté, quoi. Donc il voulait vraiment, à mon avis, continuer à développer Zenly, et là on lui dit Non. ciao, euh, Ouais, ça tu te pique. barres, tu vois. Je pense que ça pique un petit peu Ouais, et je tu peux comprends. rien faire en plus. Ouais, je comprends. Ça, c'est dommage. Du coup, là, les amis, je prends vos questions. Si vous êtes sur Twitch, une question, du coup, de Redouane qui nous dit, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que les nouvelles startups font? Ah, j'en ai tellement. Vas-y, balance. C'est quoi le top 3 des erreurs des startups? Le top 3 des erreurs, c'est pas parler assez à ses utilisateurs, Ouais, ou pas du tout leur parler. ouais. C'est mettre trop longtemps à se lancer. Trop Ouais. longtemps, pour moi, c'est plus qu'un mois. Si t'as entre l'idée et le moment où tu te lances, il y a plus qu'un mois, c'est pas un vrai MVP que tu es en train de faire. C'est payer, c'est ah non, ah ouais. Et sinon, dès que une erreur que tu as un peu plus tard, c'est dès que tu as un peu d'argent, essayer d'embaucher, embaucher trop tôt. Ok, ok. Voilà, les Parfois, il trois. prend son temps et... En fait, tant que t'es pas au product market fit, Ouais, tout nouveau salarié que tu vas avoir va te ralentir dans tes potentiels pivots que tu vas faire plus tard. Et du coup, paradoxalement, au lieu d'aller plus vite, il va te faire aller plus lentement. ok, je vois très très bien. Mais du coup, la question que moi j'ai, c'est vrai qu'on parle souvent de ça, du product market fit. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le product market fit? Le product market fit, donc pour les entrepreneurs qui sont là, ouais, en général, les gens pensent qu'ils l'ont alors qu'ils l'ont pas, Ouais, ok. déjà. Et en tout cas, si vous l'avez, vous pouvez pas le rater. En gros, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans un switch où avant, vous étiez en train de galérer à avoir des nouveaux utilisateurs. Et là, d'un coup, vous avez tellement d'utilisateurs que vos serveurs crashent, que le support est débordé parce que vous avez des questions, des bugs tous les jours, etc. Et vous pouvez pas, en fait, vous n'arrivez pas à scale assez vite, que ce soit votre produit ou votre équipe, pour meet la demand, tu vois. Ok, Et en gros, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il faut probablement relever des fonds pour pouvoir embaucher à cette personne pour pouvoir du coup réagir à cette traction. Parce qu'en gros, si tu n'as pas assez de monde dans ton équipe, tu vas avoir de la traction, mais tu ne pourras pas l'utiliser pleinement parce qu'il y a des gens à qui tu ne vas pas répondre, tes serveurs vont être trop lents, tu ne vas pas scale assez vite. Et donc le product market fit, c'est cette inflection à partir de laquelle tout change. ok, En gros, avant le product market fit, tout est contre-intuitif. ok. Et après le product market fit, c'est les entreprises qu'on connaît aujourd'hui, quoi. En gros, après le product market fit, quand tu mets 1 euro en marketing, bah, tu gagnes plus qu'1 euro, tu vois. Avant le product market fit, quand tu mets 1 euro, je te conseille de ne pas le faire, tu mets 1 euro en pub, bah, en fait, tu vas gagner 50 centimes. Donc, en fait, tu perds de l'argent.
Mais du coup, il y a des banques qui n'ont pas le product market fit. Il y a des quoi, pardon? Des banques qui n'ont pas ça. Parce qu'il y a des banques qui lâchent encore beaucoup d'argent, tu vois, en tout ce qui est pub et tout, pour avoir des clients. C'est pas archi rentable en soi. Alors, c'est pas parce que tu lâches de l'argent pour avoir des clients. Au contraire, tu vois, en général, quand tu lâches de l'argent pour avoir des clients, c'est que tu connais ton coût d'acquisition et tu connais ce qui s'appelle la lifetime value, donc combien un utilisateur va te rapporter sur toute sa durée de vie. Et tu sais que ta lifetime value est supérieure au coût d'acquisition. Ok. Et du coup, bah, tu es prêt à payer un certain montant par chaque nouvel utilisateur, tu vois. Parce que ça a apporté beaucoup plus derrière. Exactement. Ok, ok, je vois. Ok. Trop cool. Je vois. On enchaîne. Une question de Baba qui nous dit est-ce que vous vendez vos crypto-monnaies après un certain nombre d'années, disons par exemple, ou à un prix que vous êtes fixé à l'avance? Nous, je sais pas trop comment rentrer dans la question là. Nous, par exemple, quand on a levé des fonds, on a levé des fonds en stablecoin. Ok, Donc, typiquement, c'est en particulier de l'USDC. Et donc, la monnaie est complètement stable. Donc, on n'est pas du tout impacté par les hausses et les baisses. Donc, on revente maintenant ou dans 10 ans, ça ne change rien. Par contre, il y a effectivement un autre truc, c'est que on permet à nos utilisateurs de payer en crypto ou en euros, en fiat ou en crypto. Et quand ils vont payer en crypto, nous, tout se passe en euros sur la plateforme ou tout se passe en fiat. En fait, quand tu es aux États-Unis, tout on met ça en USD, on a le yen, etc. Et dans ce cas-là, on va, nous, automatiquement faire la conversion pour l'utilisateur. Donc, on va revendre tout de suite afin de pouvoir payer l'artiste. ok, Donc, nous, on fait les conversions tout de suite. ok, ça marche. Moi j'ai une question d'ailleurs. Pourquoi vous êtes toujours en France et que vous n'êtes pas parti aux États-Unis? Bah, écoute, nous, on est bien là. Non, mais bon, bah, ça va comme réponse. Mais parce que tu vois, d'habitude, les boîtes ils font un 2 3 et chut. Ça dépend lesquels. En fait, en général, tu es obligé d'aller aux États-Unis quand t'as des. En gros, quand tu vas faire un gros tour de table et que tu vas aller chercher des investisseurs américains, Ouais, il y a moyen qui te force à ce qui s'appelle flip, donc c'est-à-dire à déplacer ta boîte aux États-Unis. ok, Nous, on n'a pas eu ce cas de figure. On n'a pas de problème de régulation en France aujourd'hui, tu ok, vois. La France est quand même assez proactive sur le sujet et les règles, même si elles sont parfois un peu floues, on arrive à naviguer. Alors qu'aux États-Unis, ils peuvent être plus stricts sur certains trucs. ok, Donc on est vraiment bien aujourd'hui ok. incorporé en France. Ok, je continue avec les questions que j'ai devant moi. Du coup, si vous êtes sur LinkedIn, venez sur Twitch. C'est là où je peux lire les questions. Ah, voilà, une question de Camara qui nous dit quelles sont vos difficultés lors du lancement? Ça a peut-être été de vraiment définir quel était notre MVP. Tu Ok, vois, c'est genre te dire, et ça c'est une question qu'on s'est posée dès le début parce que quand tu lances une marketplace de NFT, tu peux très bien coder pendant 1 an et demi avant de te lancer. Nous, pour te donner une idée, quand on a lancé, donc on a lancé en 6 semaines, et quand on a lancé, il n'y avait pas de marché secondaire, donc tu pouvais pas revendre ton NFT. Je crois que tu pouvais payer que par carte bleue, tu pouvais même pas payer en crypto encore. On avait d'abord fait la carte bleue, c'était plus important pour nous. Et les NFT, on les transférait à la main derrière. Bon, on en faisait un par semaine, donc ça allait, c'était manageable. Euh, et mais du coup, juste quand tu dis transfert, tu transfères quoi? alors nous, on les mintait à la main. Ok, Donc, c'est-à-dire, on uploadait le NFT, on uploadait la musique sur la blockchain et on créait le smart contract à la main du NFT. ok. Et ensuite, donc c'était que des uniques et on les lançait tous les jeudis. On faisait un unique par jeudi. Et le jeudi, quand quelqu'un l'achetait, à la main, on transférait dans le wallet du gagnant de la vente aux enchères, quoi. Donc c'était Et vraiment très manuel. il y avait un temps de latence entre le moment où tu achètes et le moment où vous faites l'opération? Ah bah oui, puisqu'on le faisait à la main. Et du coup, vous Donc, dites quoi au type qui vient d'acheter le truc? Genre, attends, du coup, attends, juste pour revenir. ouais, À l'époque de l'MVP, si moi j'étais sur Pianity et que ouais, j'arrive, je trouve une musique de Jul. ouais. Ouais, je sais pas si ça existe. Ça existe sur Non, Pianity? Non, ok. Imaginons voilà, que ouais. Jul existe sur Pianity. On espère que ce sera le cas bientôt. Et du coup, voilà, j'arrive, je prends son NFT et je me dis, ok, elle est où ma musique? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en gros, on mettait en gros dans ton wallet, on écrivait que la transaction était en cours. Tu vois, Ah, dès que tu ok, l'avais acheté, ok, on mettait transaction en cours et après, il fallait qu'on le fasse à la main. ok. Et ça pouvait se faire assez vite, tu vois, si on était là au moment donné, Oui, bien on le sûr. faisait à Ok, la main et ok, tu l'avais tout de ok. suite, sinon ça pouvait prendre quelques heures, quoi. Ok, c'est bien ça. Parce que, en Mais vrai, tu sais, par exemple, Sora a eu le même problème pour des raisons différentes. C'est qu'à un moment, ils payaient tellement de gas fee sur Ethereum que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attendaient la nuit pour transférer les NFT parce que c'était moins cher la nuit.
Ok. Et du coup, même si tu as acheté un NFT à 8h du matin, tu devais Ouais, faut attendre attendre le lendemain pour Ok, le recevoir. ok, ok. Après, tu vois, moi ça m'intéresse de parler de ça parce que tu vois, il y a plein de gens, et je sais pas si vous pouvez le confirmer d'ailleurs sur le chat. Tu vois, il y a cette impression qu'il faut sortir le produit le plus parfait, tu vois. Et du coup, tu commences à coder plein de choses, à faire plein de choses, tu vois, à régler des problèmes comme ça. Et dans ta tête, tu te dis, je peux pas sortir un produit si je gère pas tout de A à Z, tu vois. Et du coup, ça bloque, et au final, tu sens rien, et on dépasse le Exact. mois. Et puis on est là en mode ah ok, et quand tu sors le produit parfait tu te rends compte que ça marche pas du tout, ça intéresse pas les gens, et là du coup tu es là en mode ah ok, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que j'ai fait maintenant? Bah rien, voilà. Quand tu résous un vrai problème, les gens ils s'en foutent que l'interface soit dégueulasse, que ça bug. Bien sûr, Parce bien que sûr, tu résous bien un sûr, vrai problème. Du coup, t'as pas besoin d'avoir un truc parfait. Et ça, c'est vrai que c'est une erreur qui arrive souvent. bien sûr. Et après même les géants ils ont des problèmes, les banques aujourd'hui, des transactions bancaires qui prennent 24-48 heures, Ouais. et ça c'est, on parle de l'argent quand même, hein. Parfois tu veux retirer ton argent, ils te disent non pas maintenant, il faut attendre. Donc c'est logique que sur des petits trucs tu dois attendre aussi. Et pareil tu vois, il y a aussi tu vois l'exemple d'Apple ou quoi que ce soit, ils ont encore des Mac qui bug, ils ont encore des iPhones qui bug, et ça marche toujours, donc c'est pas un problème en soi. Voilà, moi je prends toujours ça comme repère, tu vois. Et comme ça je me dis, ok, si je me foire, c'est pas grave. C'est pas grave, ça peut le faire. Je continue du coup avec les questions. Ta. Mais en gros, si t'as pas lancé, si t'as pas honte de ton MVP, c'est que t'as lancé trop tard. Oui, mais ça, je sais pas trop, tu vois. Je sais pas. En vrai, je sais pas, parce que tu vois, en vrai, le problème qui existe, tu vois, c'est que tu vois, voilà, moi j'ai fait une école d'ingé de base, tu vois, et prépa avant, donc j'ai ce truc-là un peu très carré, pragmatique, scientifique, tu vois. Et du coup, si te sors pas le truc le plus parfait possible, c'est que t'as foiré. Et pourtant, c'est pas comme ça que ça marche au final. Bah, c'est normal, c'est que toi, t'as fait prépa et enfin, tu vois, en prépa et en école d'ingé, on te forme à créer des trucs parfaits. Tu Bah vois, oui, genre, on te forme à être ingénieur dans une usine de verre, et toi, franchement, si tu reçois un verre de champagne et qu'il est fissuré, bah oui. tu vas être super vénère, tu vois, en Ouais. tant qu'utilisateur. Ou si tu bosses dans une centrale nucléaire et que tu lances un MVP dégueulasse, tu vois, Là, c'est pas vrai ouais, là, partout, c'est en fait, ce qu'on est compliqué. en train Ouais. de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est dans le monde des startups. Et c'est vrai que le monde des startups pré-product market fit est ultra contre-intuitif de ce Ouais. côté-là. Et on n'est pas du tout formé à ça, en fait, par les écoles. Sauf par exemple à 42. À 42, je trouve qu'on a vachement, ils ont vachement utilisé cette nouvelle mentalité de se dépêcher, d'aller vite, tant que tu respectes le cahier des charges, quoi. Ok, mais du coup, la question que moi j'ai, c'est comment on peut switcher de ce modèle dans notre tête de ok, on va réfléchir comment on fait, et du coup, à faire du parfait, à faire du fait. Comment on fait le switch? Ben, soit il faut lancer plusieurs boîtes et se planter plusieurs fois, Ok, soit rejoindre un accélérateur comme Hook, où nous, t'es on va très essayer de fort en secouer pub. Tu vas placer 42, tu vas placer Hook. Oh là là là, trop fort, franchement trop fort. Mais ok, vas-y, du coup, Hook. Bah, Hook, le principe, c'est ça. En gros, le principe de Hook, c'est on a des boîtes qui font la plupart du temps les mêmes erreurs. Ok, Celle que j'ai citée, là, celle du MVP, d'autres. Et nous, notre but, c'est de leur répéter sans cesse qu'ils sont en train de faire ces erreurs. C'est qu'ils nous ignorent en général, ouais. tu vois, un certain temps. Parce que comme c'est contre-intuitif, tu te dis non, mais je pense qu'ils disent n'importe quoi, etc. Et notre but, c'est que bah, il y a le mur à un moment qui est pas loin, tu vois. Et le but, c'est qu'ils réalisent qu'ils sont sur la mauvaise direction avant de taper le mur, quoi. Ok, C'est notre seul objectif. Et du coup, le fait de leur répéter tout le temps, on a comme espoir qu'ils arrivent à éviter le mur avant, ok. plutôt que s'ils étaient tout seuls, quoi. Mais il n'y a pas moyen de faire un switch, je sais pas, dès le départ. Après, voilà, en écoutant des conversations des autres entrepreneurs qui ont fait leur MVP, comment ils se sont lancés, etc., ça peut être inspirant, ça peut donner des idées. Ok, ok, Tu ok. vois, tu parlais de Brix, c'est Ouais, ça. Ils ont aussi fait quelque chose de similaire à Dropbox. Donc je ouais. pense qu'ils ont aussi regardé Dropbox avant, ils ont regardé comment ils ont fait leur lancement, ils s'en sont sûrement inspirés. Ok, Et ok. aussi, on a peut-être un problème en France, c'est que copier quelqu'un est dévalorisé. On nous a toujours interdit de copier sur notre voisin. Alors que moi, je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut absolument copier, c'est ultra important. Parce que tu as envie d'utiliser les apprentissages de personnes qui ont fait les choses avant toi et tu n'as pas envie de tout réinventer toi-même. Donc, nous, on copie énormément de gens. Bah, par exemple, quand on s'est lancé, on a beaucoup copié Sora, même si ça a rien à... Enfin, c'est pas que ça a rien à voir, c'est différent, ce sera jamais nos concurrents, au contraire, mais on a regardé ce qui marchait chez eux et on s'est dit bah, comment on peut faire pareil
dans la musique. Ok. J'aime bien parce qu'on est parti vraiment sur une discussion de mental, d'entrepreneur, mindset. Et c'est quand même intéressant. Et ça va finir sur TikTok bientôt. Donc voilà, si Hugo, si tu regardes ça, il faut le couper et le mettre sur TikTok. Merci. Yes, en plus, je suis sûr qu'il va voir cette partie-là, il va rigoler. Donc les amis, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc c'est grave stylé. On enchaîne. On était où? On était ici. Yes, Alix qui nous dit, selon toi, quand est-ce que le Web 3.0 sera développé, démocratisé dans notre société avec un usage quasi quotidien? Très très bonne question. Honnêtement, je ne sais pas vraiment. Si on se fie au cycle dans les cryptos qui sont d'à peu près 4 ans, a priori, dans à peu près 2 ans, on va avoir un nouveau bull market avec une nouvelle adoption massive des cryptos, des NFT, etc. Donc, je pense que ça va se faire petit à petit. Si on regarde Internet, ça a pris quand même du temps. Je veux dire, la bulle Internet dont on parle, elle était en 2001. Ouais. Moi, perso, j'ai eu Internet à la maison. J'ai eu Internet, je crois, en 2004 ou 2005, pas avant. Donc, j'avais même pas Internet, qui avait déjà la Je bulle qui pense avait pareil, explosé hein. aux États-Unis. Ouais, je pense pareil. Du coup, moi, j'avais un retard de fou sur Ouais. ces choses-là, quoi. Et pourtant, bah, Internet est arrivé après. Après, dans la question, il y avait aussi métaverse. Ouais. Sur le métaverse, beaucoup de personnes en parlent. Moi, je pense que on a un retard de hardware. En fait, on parle beaucoup du métaverse, mais aujourd'hui, les casques ne sont pas adaptés, etc. Et je pense que la révolution du métaverse va arriver d'abord avec une révolution hardware. Et clairement, elle va venir d'un Apple, d'un Google ou un truc comme ça qui vont nous pondre des super glaces qu'on va tous adorer, quoi. Et tant qu'on n'aura pas ce hardware, on ne pourra pas construire vraiment un métaverse dessus. Et t'as pas parlé de méta. Pourquoi? Je regarde, franchement, ça m'intéresse pas trop. Le seul truc que je vois, c'est que l'action Facebook chute et n'arrête pas de chuter. Ouais. Je parle pas de méta parce que, en gros, je parlais de copier. Je pense qu'il faut surtout pas copier les grosses boîtes pour pour monter sa boîte. Ok, mais parce que tu vois, je suis pas, j'ai aucune info. Si aujourd'hui Apple ou Alphabet, donc Google, sont en train de pousser en interne des boîtes ou des devs pour créer du coup, ou même des chercheurs pour créer du coup des casques et tout de VR, je sais que Meta il lâche beaucoup de budget pour le coup pour ça, pour du coup lancer ça, pour une raison très simple, c'est que le problème que eux ils ont eu, pour faire simple, en tout cas ce que j'ai compris, hein, c'est que Apple les a fait chier via du coup le contrôle qu'elle a avec, parce qu'en gros pour faire simple, du coup, t'as la boîte, donc Meta, Facebook, et du coup, tu as l'user, tu vois. Et entre les deux, aujourd'hui, il y a Apple via le téléphone, ou bien il y a Google via du coup Android. Et eux, ils n'ont pas d'interaction directe. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent de toi, donc choper les datas comme ils veulent. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer d'Apple et du coup on doit sortir nous-mêmes notre interface, notre truc qui va nous connecter directement à l'user. Et c'est là du coup ils ont dit vas-y on va lâcher tout sur Meta et comme ça du coup dès qu'on va mettre les casques c'est Marc qui va recevoir toutes les infos de A à Z et là il peut faire ce qu'ils veulent et Apple ne pourra pas le faire chier. Bah, c'est super intéressant et ils ont les Oculus, enfin, Ouais. ils ont acheté Oculus, donc ils ont déjà ça, ils ont un peu une expérience là-dedans. Et c'est vrai, et d'ailleurs, je crois qu'il y a une mise à jour Apple là où aujourd'hui, nous on a été confrontés à ça avec notre application mobile, dès qu'à la première connexion d'utilisateur, nous on collecte pas mal de data sur le comportement des utilisateurs Ouais. et ils ont été vachement plus chiants là-dessus Apple récemment en disant bah maintenant il faut que l'utilisateur accepte à tout prix. Ouais. Et du coup, tu as une vieille pop-up ultra moche qui apparaît et tu dois mettre j'accepte. Sauf que le message, franchement, moi je lis le message, j'ai envie de mettre je refuse, tu vois. Ouais, Et je donc en connais, gros, ils le type de évaluent qu'il y a à message peu qu'ils près mettent. un quart des gens qui acceptent, quoi. Et a priori, ça va faire perdre énormément d'argent à Facebook parce que c'est cette data que Facebook utilise pour Bah te oui. pousser de la pub. Ouais. Non, mais ça, c'est le cas. C'est pour ça, encore une fois, qu'ils veulent trop partir sur le Metaverse. Comme ça, ils disent, OK, Apple, on s'en fout de vous. On a notre truc direct. Et comme ça marche. Mais il y a ça. Et j'avais parlé d'autre chose. Le fait, la mise à jour dont tu as parlé, je pense qu'il y a Daniel Ek de Spotify qui a aussi partagé un tweet sur ça. En mode, ouais, ils nous font chier tout, c'est tout. Il faut arrêter avec Apple. Il faut les limiter un petit peu dans leur approche. Je sais pas à quel point ils sont très autoritaires dans leur méthode de fonctionnement. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ils font ce qu'ils veulent et personne ne peut les arrêter. Bah, c'est la puissance du hardware, hein. C'est pour ça que les plus grosses boîtes aujourd'hui, c'est des boîtes qui au final possèdent la plateforme sur laquelle ils construisent. Bah, c'est que, comme tu l'as dit, ils font ce qu'ils veulent. Et Et du coup, aujourd'hui, il y en a combien dans le monde? Il y a Apple, il y a Google, donc Alphabet, et il y a aussi en Chine Huawei, j'imagine.
Ouais, Les et trois, ils puis, ont les monopoles. et puis tu Samsung. vois, genre on peut parler de SpaceX et Tesla qui sont en train de Ouais, construire un vrai empire et c'est que du hardware qu'il y a ouais. derrière, même si par-dessus il y a une couche software, mais Ouais, mais t'as toujours le quand, matériel. enfin, quand tu as déjà un nuage avec je sais pas combien de satellites, tu fais ce que tu veux. Ouais, Aujourd'hui, c'est il met sûr. Internet à tout le monde. Il peut la couper à tout le Tesla, je monde. pense dans 2-3 ans, ils font des téléphones aussi, quoi. Ouais, ça Et m'étonne pas. satellites en Ça fait. m'étonne pas, ouais. Et là, les opérateurs Ouais, ils vont commencer à Internet râler. vont commencer à râler, tu vois, parce que toutes les Ouais, antennes c'est 4G, sûr. 5G, etc., tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Ok, ok. Donc, il y a toujours ce jeu de en gros, qui a le dernier mot au final. Et Ouais. qui peut dire à tout le monde, ok, c'est moi qui décide et je fais ce que je veux. Donc, c'est ça ce qui est un peu compliqué. Après, il y a toujours les gouvernements aussi qui sont derrière, qui peuvent un petit peu calibrer. Mais le problème du gouvernement, c'est que ça change tout le temps. C'est que c'est des gens qui ont un pouvoir de négociation qui est très, je vais pas dire faible, mais qui est très limité en soi parce qu'il faut se mettre d'accord. Les procès sont très très longs. En interne, dans une boîte, il suffit d'une réunion, ils se mettent tous d'accord et puis voilà, tu vois, et ça lance le truc. À part si c'est compté en bourse. Mais un gouvernement, pour qu'il décide, par exemple, d'attaquer Apple, ils ont pris des mois et des mois, tu vois, avant de dire, ok, vas-y, on va le faire, tu vois. Bah pour le coup, c'est vrai que c'est leur job. Leur job, c'est il n'y ait pas de monopole ou d'entente. Mais ils sont C'est lents. ce qui s'est passé quand Free est arrivé, Ouais, quoi. Il y avait une entente il n'y avait pas de concurrence. Et je crois que la dernière fois où c'est vraiment arrivé, c'était Rockefeller avec le pétrole, en fait. ouais, Ils ont obligé Rockefeller à diviser son entreprise en plusieurs parce qu'il avait vraiment un monopole ouais. total là-dessus. Et peut-être que ça va se produire à nouveau. Peut-être que ce sera Elon Musk qui va devoir diviser son empire, qui va Il y a entrer en moyen. train de faire, quoi. Il y a moyen. Et bravo pour Twitter d'ailleurs, au cas où ils regardent ce live, on sait jamais. Yes, on enchaîne, on enchaîne. Alors, Yes, Clark qui nous dit, est-ce que vous avez des artistes de renom dans votre portefeuille? Alors nous, on s'est beaucoup focus sur la musique électronique et même sur des niches dans la musique électronique. Donc on a sorti des légendes dans ces niches. Ok, Typiquement, pour ceux qui connaissent, on a sorti Kerry Chandler, on a sorti Luciano, on a sorti Matthew Johnson et plein d'autres. Par contre, si la question c'est est-ce que vous avez sorti Drake? Non, pas encore. ok, Pour des raisons, c'est que il y a aussi beaucoup de problématiques de droit master. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, le droit master, en fait, en général, il est possédé par le label. Et pour les gros artistes, en général, ça va être Universal, Sony, Warner, donc ce qui s'appelle les majors. Et du coup, il faut d'abord négocier des contrats avec ces majors avant de pouvoir sortir ces très gros artistes. ok. Donc la réponse c'est non, pas encore. On n'a pas sorti de très gros artistes mainstream parce que négocier avec des majors, ça prend autant de... Enfin, c'est comme dans les grands... C'est comme négocier avec le CAC 40, quoi. Les SIC, c'est 18 mois, 24 Ok, mois. ok. Donc on est sur le sujet. Ok, ok, sur CG, j'aime bien. Ezekiel qui nous dit, NFT et jeux vidéo, est-ce que c'est compatible? Complètement. On a une annonce qui arrive dans quelques semaines Ah, à ce sujet-là. ok. Et d'ailleurs, il y a énormément de... La musique est très importante dans les jeux vidéo. Donc pour ce qui est des NFT musicaux qui concernent Pianity et les jeux vidéo, il y a un lien qui est immédiat. Ok. Clark qui nous dit, est-ce que tu peux... attends. Est-ce que tu peux ce que tu as le droit... Attends. Ouais, en gros, il demande ce qu'on peut faire après une levée de fonds, quoi. Ah, ok, ok. Alors nous, ce qui est particulier avec Pianity, c'est qu'on a fait une levée de fonds qui n'était pas de l'equity. Donc on n'a pas cédé... nous, enfin Simon, Lancelot et moi, on possède toujours 100% de Pianity, Ok, vous avez fait quoi? de la SAS. On a levé des fonds en token. Donc on a fait ce qui s'appelle une private token sale. En particulier, en fait, on a fait quelque chose qui est un peu différent, c'est on a vendu les tokens avant même qu'ils soient créés. De la même manière, quand tu fais un safe, pour ceux qui connaissent, donc c'est tu vends de l'equity avant de faire ton augmentation de capital. C'est un peu les BSAR, les safe pour l'equity. On a fait pareil en token, ça s'appelle du SAFT. Et du coup, en gros, nos investisseurs ont signé un SAFT. Et sur le SAFT, c'est marqué en échange de tant d'argent, vous allez avoir droit à tant de tokens quand Pianity sera listé. Et quand tu dis token, ça veut dire quoi? Donc en gros, Pianity est tokenisé, c'est-à-dire qu'on a émis 1 milliard de tokens. Enfin, il y aura au maximum 1 milliard de tokens en circulation. C'est avec ces tokens-là que nos investisseurs sont incentivés. Donc ils ont acheté une partie de nos tokens. C'est avec ces tokens que nos salariés sont incentivés aussi. Donc ils ont des packages de tokens. Et nous, en tant que cofondateurs aussi, et notre communauté aussi, aujourd'hui, on a distribué pas mal de tokens à notre communauté, à nos utilisateurs les plus actifs. Ok, mais du coup, ils gagnent quoi en ayant ces tokens? C'est exactement comme si tu avais de l'equity dans une boîte. Ok, Donc en gros, tu as acheté les tokens à un certain prix et tu pourras les revendre si tout va bien plus cher plus tard.
vu que la boîte va valoir plus cher. Et qu'est-ce qui Exactement. fait en sorte que le token va changer de valeur? Exactement pareil que dans le cas de l'equity. Donc c'est en gros, plus on va avoir d'utilisateurs sur la plateforme, a priori, plus il y aura de gens qui vont acheter notre token. Parmi un milliard, ouais, Exactement. Du coup, ça, il y aura une pression à la hausse sur le token, ouais, tu vois. Il y a d'autres mécanismes. Il y a aussi que nous, ce qu'on fait, c'est il y a la moitié de nos bénéfices, de nos revenus, de notre chiffre d'affaires, on l'utilise en rachetant une partie de nos tokens et en le redistribuant à nos utilisateurs. Donc ok. pareil, pression à la hausse. Et puis si des nouveaux investisseurs rentrent, pression à la hausse. Donc il y a pas mal de mécanismes qui font que le prix du token peut monter. Et nous, on aura sur la plateforme, je ne peux pas encore en dire beaucoup plus, mais le token va avoir pas mal d'utilité à l'avenir. Ok. Et du coup, tu devras acheter le token pour ensuite l'utiliser sur la plateforme. Mais, ok, mais du coup, juste parce que le truc qui manque, tu vois, c'est que tu me dis qu'il y a 1 milliard, donc il y a assez au final. Et qu'est-ce qui a fait en sorte, tu vois, que le truc va. Parce que oui, tu vois, même s'il y a beaucoup d'achats, même si le truc, on va dire, on le pousse un peu, euh, il restera encore beaucoup, tu vas acheter. Bah, en fait, ça dépend du prix de chaque token. Tu vois, si avec 1 euro, tu achètes 10 tokens, tu vois ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est pas tant le nombre de tokens, c'est plus le nombre de tokens fois le prix du token. Ok. Tu vois? Donc, quand tu fais, par exemple, aujourd'hui, le token Pianity est à 10 centimes. Ok. Donc, ça veut dire si tu fais 1 milliard fois 10 centimes, c'est 100 millions. Ok. Donc, c'est grosso modo comme si Pianity a été valorisé 100 millions. Ok. Tu vois, Ok. puisque Ok. c'est la somme des tokens. Ok. Si tu prends Spotify, avant la crise, ils étaient valorisés plus de 100 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel de fois 1000 entre maintenant et quand on remplacera Spotify. Ok. Ok. Donc, si tu achètes 1000 euros de token aujourd'hui, tu auras potentiellement 1 million d'euros quand on remplacera Spotify. Ok. Je peux les avoir où? Voilà. Aujourd'hui, tu ne peux pas les acheter, tu peux seulement les gagner. Donc, il Ah, faut ok. participer à Pianity pour les recevoir en échange. Ok, 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 j'adore le principe. Ok, trop stylé. On enchaîne sur une question de la Marie qui nous dit sur quoi se base le NFT pour prendre de la valeur. Bon, voilà, c'était la question que j'ai quasi posée au final. Ouais, bah, en fait, c'est de l'offre et de la demande. Donc, si on prend le NFT d'un artiste en particulier, si l'artiste devient plus connu, s'il a plus de fans, il y aura potentiellement plus de personnes qui vont vouloir acheter son NFT. Ok, Étant donné qu'il y en a un nombre limité, le prix va augmenter. C'est mais du vraiment. coup, c'est automatique, Bah, non? c'est l'offre et la demande. C'est comme, tu vois, un tableau, une œuvre d'art. Ouais, On se pose pas forcément trop la question de comment le prix augmente. Tu vois, il est indexé sur rien. En fait, il est indexé sur l'offre et la demande. Si quelqu'un est prêt à payer plus cher pour un NFT en particulier, bah, le prix du NFT augmente. mais du coup, attends, parce qu'il y a juste un truc qui me manque, tu vois, dans la logique des choses. C'est, voilà, on va prendre un use case qui est assez simple, tu vois, voilà. Moi, demain, je vais minter l'NFT, je vais le mettre sur OpenSea, par exemple, tu vois. Et du coup, là, c'est bon, c'est publié. Je vais mettre ça, je sais pas, à 10 euros si on parle en termes d'euros, tu vois. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce truc-là va valoir dans un an 100, Bah, il faut qu'il y ait pas mal de personnes qui. T'as dit de quel prix à quel prix? de 10 à 100, par exemple? De 10 à 100. Bah, il faut que tu aies une pression à l'achat. Il faut que Ouais, tu aies assez d'acheteurs qui sont. Faut que enfin, en fait, faut que tu au moins. S'il y a un seul NFT, ouais, dans ce cas, si c'est un unique, il faut que tu aies un acheteur qui soit prêt à mettre 100 euros. ok. Et si je Tu vois. sors 10, Si tu sors 10, c'est-à-dire bah, je sais pas, c'est une collection. Du coup, il y a 10 NFT que bah, j'ai il va sorti. falloir que tu aies au moins 10 personnes qui soient prêtes à mettre 100 euros. Ok. Tu vois, Mais quand tu dis prête à mettre 100 euros, ça veut dire quoi? bah, à l'acheter 100 euros. Même si ça vaut moins cher, de base. Bah, en fait, ça vaut. Ouais, Il dépend de combien ce que les personnes sont prêtes à dépenser pour l'avoir, tu vois. ouais, Si personne est prêt, mais c'est la même chose pour les actions, tu vois. Si on prend les actions ouais. Apple, si personne est prêt à acheter le prix qu'elles sont aujourd'hui, bah, il n'y a plus personne qui en achète. Du coup, les gens vont vendre. Les gens vont essayer de vendre de moins en moins cher pour pouvoir s'en débarrasser. Et le prix va diminuer Ah, ok, jusqu'à ce qu'il y ok, ait des ok, acheteurs qui ok, soient là pour ok, en racheter, ok, tu vois. ok. Il y a dans les coulisses les ventes qui se font de moins en moins cher, donc le truc, ça perd de valeur au final. Bah, c'est qu'en Il y a gros, cette si toi, logique. admettons, toi, tu as acheté ton NFT 10 euros, tu le mets en vente 100 balles. Ouais, Et pendant un mois, il n'y a personne qui l'achète. ok. Tu vas le mettre à 90, Ouais, après, ouais, ouais. tu vois. Ok, ok, Et tu vas diminuer jusqu'à ce que tu puisses le vendre. ok, ok. Si t'es pas pressé, tu t'en fous, tu vas le laisser à 100. Ouais, Mais si t'es pressé, tu le mettras peut-être à 20 ou ok. tu le mettras peut-être à 5 euros. Et tu vas peut-être le revendre pour une perte, tu vois. Ouais, ok, Et ok. en fait, c'est un peu ces dynamiques de est-ce que tu as investi pour du long terme, du court terme, d'offres et de demande, quoi. Ok, ok. Et ça s'applique sur tous les NFT. Ouais.
Trop Et stylé. de manière générale, tu vois, sur tous les biens qui existent, sur tous les biens qui sont en édition en limité, qui sont Ok. de manière limitée. Donc ça peut être les tableaux, ça peut être les actions, etc., etc. Ok, ça marche. Bah, merci pour toutes ces infos. Voilà. Et ça, franchement, c'est très cool. Merci beaucoup. J'espère voilà, que vous kiffez ce live. Depuis tout à l'heure, on parle d'NFT et tout, c'est grave stylé. Je vois qu'il y a encore des questions par-ci, par-là. Du coup, là, j'en prends la question de Redouane juste après mes pires anecdotes, du coup. Et c'est parti. Alors les amis, je pense que vous connaissez très très bien ma pire anecdote ou mes pires anecdotes. Le concept est très très simple. Donc l'idée c'est que tu vas m'annoncer une anecdote en une phrase. En une phrase, il faut que ce soit totalement vrai ou totalement faux. Je prends un exemple, tu vois. Tu peux me dire j'ai rencontré Daniel Ek de Spotify. Point. C'est tout, tu vois. Ou bien je sais pas moi, j'ai dîné avec telle personne, j'ai fait telle chose, C'est en rapport avec l'entrepreneuriat ou ta vie personnelle, c'est pareil. Comme tu veux. ou ma vie personnelle. Comme tu veux. Libre à toi, en une phrase, pas plus. Soit vrai, soit faux. Ok, Et après, du coup, moi et l'audience, on a 2 minutes pour te poser plein de questions et tu dois répondre. Si c'est faux, tu dois défendre ton mensonge. Si c'est vrai, tu dois défendre ta vérité. Et à la fin, on va juger si c'est vrai ou faux. Et après, tu vas nous dire si c'est vrai ou faux. Ça te va? Non? C'est pas logique. je suis en train du coup d'essayer de trouver une anecdote. Mais voilà, soit c'est vrai, soit c'est faux. Tu te fais plaisir, comme tu veux. Ouais, mais j'ai des trucs faciles, c'est... Ok. Mais prends ton temps, voilà, prends ton temps. Tu me dis quand t'es prêt. Moi, je regarde en attendant le chat. Parce que je voyais qu'il y a plein de questions depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti. Balance ton anecdote. J'ai déjeuné avec Xavier Niel. Ok. Ok. Alors, c'est parti, les amis. Balancez vos questions. On a 2 minutes. C'était quand? C'était facile. Il y a 2 ans à peu près. Ok. Où? Pas très loin des bureaux de Free. Ok. Vous Dans avez un mangé restaurant. quoi? Alors là, je me souviens plus. Il a kiffé? Ouais, je pense. Vous avez parlé de quoi? On a parlé d'entrepreneuriat et en particulier de l'entrepreneuriat à 42. Ok. Et pourquoi? Euh, Parce que c'était le premier batch de Hook. Ouais. Et du coup, on lui a proposé de rencontrer les startups de ce batch-là. Ok. Et du coup, il a dit quoi sur Hook? Du coup, en fait, j'étais pas tout seul, on était une dizaine autour d'une table. O- C'était un déjeuner. Ok. La taille de Xavier Niel. La taille de Xavier, je sais pas. Bon, il est plus grand que la taille moyenne, donc je dirais 1m80 comme ça. Ok. Qui a payé? J'adore. Toi ou Xavier? Je crois que Xavier a voulu payer, mais je crois que c'est quand même nous qui avons Ok. payé. Ok. C'était à quel restaurant? Je sais plus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Voilà, je prends une ou deux dernières questions. Et c'est fini. Ouais, c'est fini. Du coup, là, dites-moi si c'est. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? Dites-le moi. Est-ce que vous pensez voilà, que c'est vrai ou c'est faux? Même si on a une dernière question, du coup, il était habillé comment? Chemise blanche. Ah, comme d'hab. Comme d'hab, il change pas. Il change pas. Sinon, il met un t-shirt blanc et une veste noire comme moi. Ah, Exactement. Tu c'est vois. vrai. C'est pour ça que moi je l'avais maintenant. Fake it till you make it. Toujours, toujours. Toujours. Ok, donc il y a plein de gens qui pensent que c'est vrai. En vrai, moi ce que je pense, tu vois, c'est que, en plus, je pense Redouane, il a tellement raison, parce que tu réponds très vite et tu as bien les détails en tête. Donc je me dis que c'est vrai. Ouais, c'était facile. Yes! C'était facile. Ouais, c'était facile. C'était facile. Vas-y, une deuxième. Une deuxième. Si t'arrives à nous piéger, t'as tout gagné, hein. Julie, elle a très très bien fait. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que ça peut mettre en cause d'autres personnes, donc je peux pas forcément dire ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Ouais, allez, vas-y, j'en ai une. Ok, balance. Jeff Bezos a répondu à un de mes emails. Oh! Ah oui, ça c'est carré. Ça c'est carré. Ok. C'est parti les amis, 2 minutes pour lui poser des questions pour savoir si Jeff Bezos a répondu à un de tes mails. C'était quand? C'était en mi-2019. Mi-2019, quel sujet? Je voulais organiser une conférence. Du coup, il y avait une école 42 aux États-Unis. Ouais. Et on voulait y aller et organiser. On fait des Startup Pizza Night. Je sais pas s'il y en a certains qui ont vu, mais on voulait organiser un Startup Pizza Night et on voulait que la thématique soit GAFA. Ouais. Et donc, on voulait le boss de chacun des GAFA ou la personne la mieux gradée de chacun. Grave stylé. Et du coup les amis, vos questions. Il t'a répondu en combien de temps?
Assez vite, 2-3 jours. C'est incroyable. C'est quoi l'adresse mail de Jeff? Et je crois que c'est un truc super simple, si je me souviens bien. C'est pas très loin de jeff@amazon.com. Hein. C'est vraiment Ok, pas ok, super compliqué. ok. Est-ce que tu as pu passer par son assistante? Non, je vais envoyer un mail direct et j'ai une réponse. Ok, carré. Euh, Allez, on a trouvé le mail. Attends, dites pas si c'est vrai ou faux. On a encore, les amis, voilà, encore du temps pour les questions. Donc, balancez-nous, voilà, balancez-nous vos questions, vos questions. Du coup, tu m'as dit ça va, Pizza Night et tout. Et GAFA, en vrai, ça a l'air très logique. Ça, ce qui est chiant, je trouve. Franchement, ça a l'air très logique. Oui, c'est quoi sa signature de mail? Je sais plus. Ok. Et du coup, est-ce que tu as répondu par la suite? Bah, en fait, j'ai eu une réponse négative. Du Ouais. coup, j'ai pas, Ouais, t'as pas osé continuer. Ok, j'ai ok, pas vraiment ok. continué, quoi. Ok, ça marche. Ok. L'objet du mail? Un truc simple, nous, quand on envoie des mails, par exemple, ce que je recommande, c'est de mettre Hey, par exemple, comme titre de mail pour que ce soit ouvert. Ah, c'est tout? Par exemple, faut mettre des titres courts, c'est ce qui marche le mieux. Ok. Donc, plus c'est court. Ah, tu le recontacterais. Non. Ok. Bah, écoute, c'est fini. Moi, ce que je pense, et je pense que quelqu'un l'a dit, c'est que c'est moitié vrai, moitié faux. Ouais, J'imagine ça, que. c'est ça. Voilà. Il y avait une star, mais c'était pas Jeff. Si. Donc, c'est bien Jeff. What? Non, non, attends. Jeff Bezos t'a répondu. On a bien envoyé un email à un truc du style jeff@amazon.com, comme c'est marqué là. Ouais. On a eu une réponse, Ouais. et bien en 2-3 jours. Sauf que c'est pas Jeff qui a répondu directement, Ah, c'est c'est. quelqu'un qui a répondu en son nom, en nous disant que voilà, Jeff n'avait pas beaucoup de. Enfin, que déjà, il s'excusait que ce ne soit pas Jeff qui répond directement. Comme on peut l'imaginer, il reçoit beaucoup d'emails, mais qu'ils essaient de répondre à tout le monde. Et donc, ils nous ont répondu par la négative en disant que voilà, Jeff n'avait pas le temps de venir à l'événement qu'on organisait. C'est pas un message automatisé? Non, parce que ce serait arrivé tout de suite, tu vois. Ok, pas dans 2-3 Ouais. jours. Ok. Il y a les gens qui pensent que c'est faux. Ok, bah du coup c'est vrai les amis, voilà. Donc il y a vous voyez moitié, on va dire la team de Bezos a Bah, en répondu. fait, c'est pas Voilà. lui qui a répondu, voilà. Ok. Par contre, Xavier il répond. Ah, il répond tout le temps. Et lui. Ouais. Donc ça c'est ou bien une IA. Moi j'ai toujours ce doute d'avoir que le mec a créé une IA, je te jure, et que c'est elle qui répond à sa place, tu vois. Franchement, c'est abusé, hein. Mais il répond tout le temps, ouais. Mais tout le temps. Moi, j'ai déjà eu des réponses en moins de 20 minutes. Ouais, pareil. C'est assez ouf. Ouais. Je te jure, je suis choqué. Franchement, je me pose la question s'il n'y a pas une IA qui a codé derrière et qui permet du coup de détecter un peu les mots-clés et de dire, ok, ah tiens, si tu veux un truc par rapport à l'investissement, et là il va répondre avec les réponses classiques, tu vois, en mode, ouais, check avec Jean, et puis voilà, tu vois. Ou bien un truc avec Station F, en mode check with Roxane, comme ça c'est carré, tu vois, à chaque fois. Mais je te jure, moi je suis choqué. Bah, en tout cas, de il ouf. a des raccourcis pour ses messages. Ouais, ça c'est sûr. Donc, tu vois, justement, ouais, si t'as une startup, tu contactes, il va te mettre un raccourci clavier Toujours. et ça va écrire direct le bon Ouais, message avec le petit emoji à la fin toujours. pour te dire de Toujours. parler avec Jean. Toujours. Ça j'ai l'habitude. Mais ok. Après, je pense qu'il travaille avec lui, c'est qu'il arrive aussi à dire non, tu vois. Donc, du coup, t'envoies un mail, il peut te dire non, et puis voilà, la discussion est terminée, et puis il passe à autre chose, tu vois. Ça, c'est grave stylé. On revient, les amis, sur les questions. C'est parti. Yes, let's go. Je vois qu'il y a encore quelques questions sur lesquelles on n'a pas répondu tout à l'heure. Yes, attends, on a parlé. Ah, Alex qui nous dit, est-ce que tu as pensé à faire des collabs avec des artistes avec des exclusivités? Place de concert avant-première. Bien sûr. Donc, on a fait ce genre de choses. On a fait même rencontre avec l'artiste. On a fait des collabs artistes of caritative. On a fait. Voilà, donc on a déjà fait gagner des places de concert, des accès studio, des accès à un groupe de discussion avec l'artiste. Et en fait, on est assez ouvert à ce que l'artiste propose ses propres choses qu'il voudrait. On a fait un concours de remix aussi. Donc un artiste qui donne des morceaux et qui lance un concours de remix avec potentiellement un gagnant. Ok, stylé. L'artiste de rêve que tu as envie d'avoir sur Pianity. En fait, il y a un truc, c'est que il y a un truc où tu sépares un peu la partie business, Ouais. où en gros l'artiste de rêve pour créer une boîte qui va être mainstream, ben, c'est d'avoir des artistes mainstream. Ouais. Et il y a et du coup là c'est assez facile, hein, Ouais. tu vas sur le Spotify, tu regardes le top 100 des streams et les 100 là on a envie de les avoir. C'est qui le top 1? J'en ai aucune idée. Ok. J'en ai Jamais aucune idée. checké. Ok. Et après, tu as, nous, à titre personnel, ce qui nous fait kiffer chez Penity, c'est d'avoir des génies, tu vois, en tant qu'artiste. Ouais. Et c'est pour ça que, par rapport à la question qu'on nous donnait avant, nous, les artistes, en fait,
dans chacun des genres et dans chacun des sous-genres, il y a des artistes qui sont reconnus. Ouais. Et en fait, c'est eux aussi qu'on a envie d'avoir pour la beauté de ce qu'ils sont en train de faire, pour la dimension artistique de ce qu'ils sont en train de faire. Ok. Et toi, Et personnellement? moi, personnellement, bah nous, on a déjà eu. Moi, j'écoute principalement aussi de la musique électronique et on Oui. a déjà eu des super beaux artistes. Ok. Et le top 1 électro, c'est qui? En termes de stream, je sais pas. Après, en termes tu vois, t'as des artistes qui ont 3000 followers et qui font des trucs de génie, tu vois. Ok. 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 Propre. Ok. Ok. Très Après, bien. t'as aussi un truc, c'est que par exemple, TikTok est en train d'arriver dans la musique. Ouais. Euh, il se positionne en découverte de talent. Ouais. Et aujourd'hui, un artiste est capable de percer beaucoup plus rapidement qu'avant. Tu vois, Ouais. avant, il fallait 10, 12 ans pour qu'un artiste passe de je vends 100 albums à j'en vends 100 000 ou plus. Aujourd'hui, il faut genre 18 mois parfois. Ouais. Et TikTok il est vachement pour quelque chose. Et du coup, on a aussi un objectif, nous, en tant que Pianity, c'est de choper des artistes ultra talentueux très très tôt. Et du coup, d'être capable d'identifier des gars qui ont peut-être 3000 followers, Ok. mais qui sont en train de faire quelque chose d'incroyable et qui ont le potentiel de percer. Parce qu'au final, c'est encore une plus jolie histoire. Plutôt que de dire, ah oui, on a lancé, je sais pas, Drake, tu vois. Ouais. Ok. C'est Ok. tellement Ok. une plus jolie histoire pour un artiste Ouais, de de dire, dire j'ai ça j'ai percé. réussi grâce à Pianity, tu vois. Ok, ok, ça c'est propre. Luplex qui nous dit, j'ai discuté avec lui au France Digital la soirée, à Station F, je savais pas que c'était un giga crack. Bah oui. Eh oui, t'as raté ça. On enchaîne. Il y a les questions du coup par rapport à ta. Oui, c'est Camara qui nous dit, quelle a été ta plus grande peur en te lançant? Après, je pense, si je devais dire la plus grande peur, c'était peut-être qu'il y ait personne qui vienne acheter. Tu vois, Ouais, parce que ça je tu comprends. mets Hein. une vente aux enchères à 10 euros. Si ça se vend pas ou ça se vend 10 euros, Ouais, ça t'es aurait là en été un mode, peu ouais, il y a un relou. problème. Ok, ok. Tsuluf Max qui nous dit, mais si vous faites avec des petits artistes, est-ce que vous vendez beaucoup? Est-ce que leurs fans sont réactifs à vos produits? Complètement. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est une statistique que je dis beaucoup, c'est que aujourd'hui sur Spotify, 99% des artistes gagnent moins de 1000 euros par an. Ouais, Pour gagner 1000 euros, en fait, il suffit de vendre 100 NFT à 10 euros. C'est beaucoup ouais. plus facile de gagner 1000 euros sur Planety en vendant 100 NFT à 10 euros. On a des dizaines d'artistes qui l'ont fait, que de gagner 1000 euros en streamant, parce que pour gagner 1000 euros en streamant, il faut faire plusieurs millions de streams. Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Ok, ok, Et ok. donc, c'est Ok. assez facile pour des artistes émergents qui jouent le jeu sur la plateforme de se faire plus qu'un complément, tu vois, et de vraiment avoir Pianity comme source principale de revenus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Moi, j'avais une question d'ailleurs pour toi. C'était par rapport à Hook. Donc là, vous accompagnez des startups, dans quelques-unes que je connais. Donc il y a Beryl, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, euh, et qui fait partie des success stories qui existent aujourd'hui, pour l'instant, de 42. Donc c'est grave stylé. Il y a aussi Deep Climb. Tout à fait. Ouais, je connais très très bien D1. Je l'avais reçu l'année dernière d'ailleurs sur Twitch, c'était grave stylé. D'ailleurs, salut à D1 si tu regardes Salut sur Johan, replay. carrément. Et après, il y a quoi d'autre aussi comme boîte que je connais qui sont passés par 42. Hmm, Là, comme ça, non. Bah, il y a Sydney qui est en train de lancer un truc, j'ai vu. Sydney, il lance, donc c'est mon associé sur Hook, Ouais. et il lance Axolo. Ouais, ça c'est quoi? Axolo, ça permet en gros aux développeurs de mieux collaborer entre eux. En particulier, pour ceux qui connaissent, quand tu construis un produit en dev, tu fais des pull requests sur GitHub. Les pull requests, en gros, c'est une demande de modification de code. Et lui, il permet de créer des channels temporaires sur Slack pour permettre aux développeurs d'échanger au sujet de cette pull request pour pouvoir l'améliorer plus rapidement et la closer plus rapidement. Ah, propre. Trop fort. Sydney, j'ai déjà parlé, il est trop fort, il est trop trop fort. Ok, du coup, moi, la question que j'ai par rapport à Hook, donc tu accompagnes des startups voilà, pour passer de rien à quelque chose. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un succès? Bah, en fait, en gros, tu as différentes manières déjà de voir le succès Ouais, dans l'entrepreneuriat. ouais, Et ça dépend principalement de ta volonté en tant qu'entrepreneur. Bon, on parlait d'exit tout à l'heure, etc. Au final, c'est l'entrepreneur qui décide ce qu'il a envie de faire. Et tant que l'entrepreneur est heureux, c'est un succès. ok. Euh, donc, tu cites Yabiril, qui est une réussite fulgurante. C'est parti un peu trop loin quand même. Exactement. Et nous, on a d'autres. Et donc, pour le coup, eux, c'est vraiment c'est l'archétype de très grosses levées de fonds, de très grosses valos très rapidement. Et on a l'extrême opposé,
qui va être des personnes qui n'ont pas levé de fonds en sortant de Hook, qui ne veulent aujourd'hui toujours pas lever de fonds, et qui pourtant font plusieurs millions de chiffre d'affaires. Et là, quand je parle de ça, je pense notamment à Microdoing, qui vend un software aux entreprises, et ils sont très très forts pour vendre au CAC 40. Et aujourd'hui, ils sont profitables, ils sont une vingtaine dans la boîte, et ils n'ont pas levé de fonds, ils ont fait Hook. Et pour eux, c'est une réussite, et ils sont super contents là ils en sont, et ils ont encore énormément d'ambition pour la suite. Donc ce que je veux dire par réussite, c'est que ça passe pas forcément par la levée de fonds, ça passe pas forcément par l'exit. Ça dépend vraiment de la volonté de l'entrepreneur et ce qu'il a envie de faire. C'est quoi le chemin qu'il a envie de suivre. Ok. Et du coup, pour toi, avec ta philosophie à toi, qui a été ta boîte préférée parmi ceux qui sont passés par Hook? Je réponds jamais à cette question. Ouais, je sais. Parce que c'est un peu comme demander, genre, c'est quoi ton enfant préféré, Oui, je sais. Donc je peux pas répondre à cette question. Allez, il y en a eu quand même. Non, je peux pas répondre à cette question, c'est pas possible. Ok. Et du coup, l'autre côté, les échecs, parce qu'il y a toujours des échecs, il y a quoi comme boîte qui a fermé après Hook? Bah, pour le moment, je pense qu'on a 3 ou 4. Pour vous donner une idée, on a investi dans plus de 25 boîtes, Ok. quasiment 30 aujourd'hui. Et je pense qu'on en a 3 qui ont liquidé. Ok. Pour le moment. Et c'est quoi le motif? Qu'est-ce qui va pas dans ces boîtes? Bah alors le motif, c'est que déjà en entrepreneuriat, nous on est vraiment ultra early stage. Faut Ouais. imaginer qu'on a des boîtes qu'on accepte, elles viennent avec une idée, quoi. Ouais. D'autres ont déjà levé des fonds, etc. Mais c'est très très tôt. Le motif principal, ça va être, au final, c'est la démotivation. Ok. Tu vois, parce qu'un entrepreneur qui a vraiment envie, même si, tu vois, on investit 50 000 euros, même s'il a plus d'argent, il va continuer jusqu'à réussir. Au final, il y a personne qui peut t'empêcher de continuer à entreprendre, à part toi-même. C'est une décision personnelle que tu prends. T'as plus d'argent, tu peux plus payer ton loyer, il faut que t'arrêtes. En général, c'est la raison là, la principale. C'est parce que t'as plus d'argent, parce que t'as pas la motivation, t'arrêtes. L'avantage quand tu es développeur et que tu sors de 42, c'est que même si tu n'as plus d'argent, tu peux faire 2 jours de freelance par semaine, ça te paie ton loyer, et les 5 jours qui restent, tu continues à entreprendre. Mais je dirais la raison principale, c'est ça, et après, une raison un peu secondaire, ça va être mésentente entre cofondateurs, tu vois, manque de motivation à cause de ça, etc. Mais si tu es 2 cofondateurs, 3 cofondateurs ultra déter, l'argent tu le trouves et tu arrives à continuer à monter ta boîte, quoi. Ok, ça marche. Moi, j'ai une question après, je reprends du coup. Ah, il y avait une, attends. Il y avait beaucoup de questions d'ailleurs. Alex qui nous dit combien de temps vous avez pris pour développer coder Pianity? La techno blockchain est-elle dure à prendre en main? Alors Pianity, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on l'a lancé, il y a eu 6 semaines, Ok. même peut-être un peu moins. Pour la petite histoire, c'est moi qui ai codé le premier smart contract de Pianity, mais je ne code plus depuis pour Ok. Pianity. Mais en gros, quand tu es dans le Web3, il te faut un peu un dev de plus. Tu as ton front-end, ton back-end et ton dev Web3. Donc ça nous a pris 4-6 semaines. Et la blockchain était pas dure à prendre en main. Alors nous, on est sur Arweave. Ce qui est assez cool sur Arweave. Alors maintenant, tu peux faire tes smart contracts en Rust sur Arweave, mais tu peux aussi en JavaScript. Et du coup, même pour quelqu'un qui arrive, JavaScript, c'est ultra simple à prendre en main. Il n'y a rien de très compliqué. Et en final, un smart contract, ça a l'air ultra compliqué comme ça, mais ça reste des fonctions avec une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties, quoi. Ok, ça marche. Et Redman qui me dit pourquoi pas un NFT de juste un morceau punchline d'une chanson? Bah, tu peux. Donc nous, on a même des NFT de chants d'oiseaux, pour donner une idée. Ok, ça c'est stylé. Ok, ça marche. Baba qui nous dit à partir de combien de users mensuels seriez-vous prêt à investir dans une application mobile avec Hook? Bah, du coup. Biril, ils avaient 50 utilisateurs. 58. 50 Ok, au début. utilisateurs hebdomadaires quand ils étaient chez Hook. Entre 50 et 100, quoi, grosso modo. Ça c'est avant d'entrer à Hook ou C'était. Ouais, ils étaient. Enfin, je sais plus s'ils avaient lancé ou pas quand ils sont rentrés à Hook, mais grosso modo, disons 50, quoi. C'était l'ordre de grandeur. Ok. Donc ça peut être 50. On a d'autres boîtes, ils avaient 5000. D'autres boîtes, potentiellement 0. Donc ça dépend plus de l'équipe, de la vision, etc. Tu vois, ce qui était super fort avec Biril, c'est que bah, Alexis, quand il te parlait de Biril, c'est toujours le Biril d'aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant. Ok. Donc il voyait très bien la suite. Donc ma Ouais. question de tout à l'heure, elle avait tout son sens. Ouais. Le future growth. Et ok, stylé. Mais du coup, la question que moi j'ai, c'est vous faites une sélection sur les boîtes qui finissent chez Hook ou bien c'est ouvert à tout le monde?
Ouais, on fait une sélection. Donc en gros, là, elle s'est terminée il y a 10 jours. Là. Ok. Le prochain batch commence mi-novembre. Donc on fait une sélection. Donc on a 2 appels à candidature par an. En général, on reçoit à peu près une centaine, un peu plus de candidatures. Et on en sélectionne 6 à 8. Et ensuite, ces 6 à 8 boîtes, on va les accompagner pendant 3 mois. Enfin, 3 mois, c'est vraiment intense, c'est le programme en particulier. Et après le batch, on continue d'accompagner les boîtes. Tu vois, j'ai encore parlé aujourd'hui à 2 boîtes cet après-midi qui sont sorties déjà de Hook. Ok, stylé. Mais du coup, pourquoi vous avez accompagné Biril? Pourquoi, dans quel sens? Parce que, en gros, donc c'était notre. En gros, nous, on a eu un batch 0. C'était le batch 0, j'appelle ça batch 0 parce on n'investissait pas. Ok. Donc, c'est vraiment un batch test. Et le batch 1, Biril, c'est le premier batch où on investissait. Et pourquoi on investit? Parce que on a 2 gars qui étaient là. Alexis avait déjà candidaté à Hook dans le batch 0, justement, avec une autre idée. Là, il revient avec Biril. Ça nous paraissait ultra intéressant comme vision. T'arrives, t'as 2 gars de 42 qui codent. Il y en a un qui codait iOS, l'autre qui codait Android. La vision était claire et tout. Je pense que c'est pour ça qu'on avait décidé de commencer avec eux. Alors, le batch, c'était janvier. Ils ont commencé en janvier 2020, donc ça commence à dater un peu. Ouais, bien sûr. Et vous voyez genre la suite d'aujourd'hui ou pas? Comment? Vous voyez genre la suite d'aujourd'hui avec un TikTok qui va faire un copycat derrière ou c'était un peu imprévisible? En fait, moi je me souviendrai ce qu'Alexis avait dit un jour. Il avait dit pour moi, Biril ce sera une réussite quand je serai dans le métro et qu'au moment du Biril, tout le monde sortira son téléphone et fera son Biril. Ok. Tu vois. Ok. Ok. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça risque pas de tarder. Franchement, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin, c'est ça le Ouais. truc. Mais je pense que moi, ce que j'ai vu, c'est que sur Twitter, il y a 2 3 jours, ils ont lancé le Biril trop tard. Je pense à 23 ans, un truc comme ça. Et du coup, ça a fini en tendance sur Twitter Ah avec oui, plein de gens qui commencent à se moquer d'eux. En mode, ouais, comment ça fait que j'ai reçu mon Biril à 23 heures et c'est des ouf et tout. C'est quoi ce bug? Et du coup, ça crée un effet de communication ouais, gratuit. Donc, c'est ouais. bien parfois d'avoir des bugs. Et moi, je me suis dit, putain, ils sont trop forts. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que quand tu vois autant de hype sur l'appli, et sachant que, genre, pour que ça finisse tendance Twitter en quelques heures, c'est qu'il y a des users. Et il y De a ouf. plein de users, tu vois. Moi, je suis pas dessus Ouais. parce que j'évite toujours, moi, de mettre dans les applis jusqu'à ce que tout le monde en finisse de parler. Après, je me dis, vas-y, moi, j'arrive tranquillo. J'ai fait ça sur tout, hein, sur Facebook, sur Instagram, Snap, tout. Et Biril, donc, Donc t'es pas un early adopter en général. de produits B2B, oui. Ok, Donc, tu vois, tout ce qui sort sur Product Hunt, je teste H24. ok. Mais tout ce qui est B2C, non. Parce que j'attends de voir un peu la vie du grand public et que la hype aussi se termine. Parce qu'au début, Mhm. tu as plein d'users qui vont faire plein de choses et après, tu es là en mode ouais, on attend, tu vois. Et dès que Ouais, comme ça se Clubhouse termine. par exemple. Exactement. Donc après, moi, j'ai rejoint, je pense, ouais, 3 4 semaines après. Donc le moment où ça a commencé vraiment à trop. C'est devenu quasi indispensable, tu vois, en France, d'être sur Clubhouse. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Mais au début du Clubhouse, je pense que c'était en 2020, ouais, quasi en avril, un truc comme ça. Ouais. J'étais pas dessus, tu vois. Mais j'ai attendu que tout le monde soit dessus. Après, pourquoi pas, tu vois. La Berry, j'attends qu'un pote me dise, vas-y, viens. Pour l'instant, personne m'a motivé, donc vas-y, je suis tranquille. Ça fait une appli de moi. On a trop d'applis sur le téléphone. Ça commence à être vraiment trop entre TikTok, Instagram, C'est clair. Facebook. Ouah, c'est énorme. Du coup, salut, bonsoir à tous. On enchaîne. Quel est le site de Hook? C'est hook.vc. Ok. Et du coup, comment on fait si on n'est pas de 42 et qu'on veut rejoindre Hook? Alors on fait une exception par batch, Ok. en gros, au maximum. Donc si vous n'êtes pas de 42, vous pouvez quand même apply. Et on vous fera passer des entretiens. Et si vous nous impressionnez, vous ferez partie du batch. Ok, donc même s'il n'y a pas de Ouais. 42. Du coup, je gagne quoi en échange quand je rejoins Hook? Alors nous, on investit 50 000 euros contre 5% d'equity. Ok, pourquoi 50 000? Parce que c'est un montant qui nous semble suffisant pour que 2 ou 3 cofondateurs puissent survivre, parce que c'est de la survie au début, pendant 6 à 12 mois, grosso modo. Ok. Et du coup, c'est de l'equity. Et du coup, c'est de l'equity, Combien tu m'as dit? 5%. 5%. Ouais. Et du coup, vous avez 5% dans Biril. Et Biril, c'était un peu différent. Je crois qu'on investissait à l'époque 75 pour 7% ou un truc comme ça. Donc vous avez 7% de Biril. Et non, mais Réponds à ma question. pour des raisons que je pourrais pas donner. Euh, mais parce qu'après ça évolue, tu vois ce que je veux Ouais, dire avec j'imagine. les Ouais. tours, etc. Mais ouais, nous c'est systématique, tout le monde a le même deal.
Tu vois, on ok, avait juste ok. changé parce que on avait fait un truc un peu bizarre au début. En fait, le premier batch et le deuxième aussi, on donnait 10 000 € au début, sans contrepartie. Ouais. Et à la fin du batch, on décide d'investir ou pas dans les boîtes. Ok, ça c'était bien. Mais pourquoi vous avez enlevé? C'était oui et non parce qu'en fait, du coup, la relation avec les startups était pas la même pendant le batch. C'était un petit peu comme le prof et l'élève où tu vois, il y avait un peu des trucs du style, ben ils ont pas encore investi donc il faut que j'ai l'air bien devant eux, tu vois. Pour Alors que que ça marche. nous, Ok, ok, c'est alors pas que vrai. nous, on a plus envie d'avoir une vraie relation, tu vois, avec les startups tu peux tout nous dire quoi. Ok, Et donc ok, maintenant, on ok. investit dès le premier jour. Ok, ok, ça c'est pas mal ça. Ok, on enchaîne du coup les amis sur les questions et après il y a la minute mentorat aussi, il faut pas oublier. Donc la Marie qui nous dit quelle est la frontière entre un simple œuvre d'art et une NFT? Je suis pas sûr de comprendre la question. Du coup, je vais essayer d'y répondre. En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. Une œuvre d'art, ça peut être un tableau, ça peut être une image, ça peut être une musique. Un NFT, c'est un contrat qui permet d'authentifier une œuvre numérique. Donc, tu peux très bien avoir une œuvre d'art numérique qui n'est pas un NFT. Le problème, c'est que c'est plus difficile pour quelqu'un de valoriser une œuvre d'art numérique sans que ce soit un NFT parce que personne ne peut posséder cette œuvre d'art. Aujourd'hui, si je t'envoie, si par exemple je suis un artiste, je compose une musique, si je te l'envoie, bah moi je l'ai toujours et toi tu l'as aussi. Ouais, Ce qui est vachement différent de si je peins un tableau et je te le donne. Tu vois, moi je l'ai plus, toi tu l'as. ok, Le seul moyen aujourd'hui de permettre de refaire ce truc où il n'y a qu'un seul tableau, donc il y a qu'un seul owner, une seule personne qui possède ce NFT, cette œuvre digitale, c'est le NFT. ok, Donc ok, en gros, maintenant je peux faire un NFT de la musique et si je te l'envoie, ben moi je l'ai plus, toi ok. tu l'as. J'adore la logique. Trop trop cool. Yes. Quel conseil donneriez-vous pour une expansion efficace à l'international? Faire un pays à la fois ou plusieurs pays en même temps? Ça va vraiment dépendre du business. Typiquement, nous, avec Pianity, on a toujours voulu être internationaux dès le début. Ok, Et aujourd'hui, on a 20% de nos users qui sont en France, tout le reste à l'étranger. ok. Pareil pour les artistes. Mais c'est assez particulier parce que le Web3 est beaucoup plus Ouais, international. En fait, le Web3, la communauté est tellement petite qu'il faut quand même aller chercher directement l'international. Et en fait, tu peux directement targeter l'international. Pour d'autres types de boîtes et des boîtes qui sont vachement dépendantes d'une réglementation d'un pays ou pour du B2B, par exemple, ça peut être plus difficile d'aller chercher l'international. Parfois, ça peut être plus facile. Typiquement, nous, on a des boîtes. Par exemple, on a une boîte qui s'appelle Spoke. ouais, Je te reparlais cet après-midi, du coup, j'y pense. Et ils font de la transcription, notamment, ils font de la transcription de rendez-vous. Donc, ok, tu fais un Google Meet, ouais. ben, eux, ils vont te faire un résumé Ça c'est stylé ça. plus la transcription du rendez-vous. Et en fait, aujourd'hui, tout ce qui est transcription, ça fonctionne beaucoup mieux en anglais qu'en français. Donc, eux, ils ont plus intérêt à aller chercher des pays anglophones que des pays français, francophones, parce que le produit est meilleur naturellement sur l'anglais. Donc, ça va vraiment dépendre du business. Ok. Mais typique, ce qui est, je pense, ultra important quand par exemple, tu t'es lancé qu'en France ou en Europe et tu vas aller aux US, je pense que ce qui est important, c'est d'aller là-bas. Et c'est pour ça que beaucoup de D'être personnes sur place. d'être sur place. Ok. C'est pour ça que d'autres personnes font Y Combinator, par exemple, surtout en B2B, parce que du coup, tu peux targeter tous les alumni de YC et tu as un accès beaucoup plus facile à leur portefeuille, etc. Et en plus, tu es sur place. Pianity chez YC, c'est prévu? Non, c'est pas prévu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas B2B déjà, et YC, maintenant, ils prennent 7% de ta boîte quand même. Et t'as pas envie de lâcher ça pour eux? Pas au stade, C'est pas rentable. aujourd'hui, pas au stade où on en est. En fait, ça va vraiment dépendre des gens. Tu vois, il y a plein de personnes à qui je recommande de faire YC. D'ailleurs, pour les raisons que j'ai données, par exemple. Mais nous, je vois pas forcément de valeur ajoutée à ça. Ok, 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 trop cool. Trop cool. Yes, merci encore les amis pour vos questions. C'est pas encore terminé parce qu'il reste la minute mentorat quand même. La dernière fois c'était avec Émile et avec Anthony Bourbon. Cette fois-ci ça va être avec Kevin et avec Mac qu'on va découvrir dans quelques instants. C'est parti après le jingle. Yes, let's go. On va l'appeler, voilà. Et comme ça on est bon. Juste, c'est pas très fort. Hop. Salut! Hello! Ah, il a sorti la cravate. Attends. Les gens te voient pas encore. Attends. Yes! Là, on te voit. Ça va? Bien, bien et vous? Yes, très bien. Yes, du coup, présente-toi déjà, pour ceux qui te connaissent pas. Ok, du coup, là, je viens d'avoir... donc, c'est Maxime Cuvelier, pardon, je viens d'avoir 20 ans et je suis en deuxième année de commerce international en Belgique. Et puis, globalement, je suis le fondateur de Gentleman Soul, donc c'est la
globalement, je crée des vêtements virtuels pour le métaverse. Et donc, voilà, ici, ces vêtements-là, c'est plutôt axé classique. Donc, costume, cravate, chemise et tous les accessoires de mode qu'on peut retrouver dans la garde-robe d'un homme. Et puis, à terme, voilà, j'aimerais bien aussi développer toute la garde-robe féminine. Donc, voilà, je pense que c'est une présentation brève et simple. Ça marche. Bah vas-y, t'as 5 minutes avec Kevin. Pose-lui tes questions. Voilà, comment tu veux qu'il t'aide? Ouais. Ben voilà, enfin, déjà, première chose, c'est ce que j'ai déjà d'ailleurs trouvé très intéressant tout à l'heure, c'était donc tu as parlé, attends, j'ai pris des petites notes, tu as parlé de la conversion crypto-euro ou crypto-USD, etc. Enfin, je sais pas dans quel sens ça va exactement, mais je trouvais ça très intéressant et je pense que à l'avenir, c'est un truc que je vais mettre en place euh, parce que je vois que voilà, quand en fait je parle, tu vois, des NFT et des cryptos aux gens, enfin aux clients potentiels, etc. Ils ont toujours cette mauvaise impression dès que je leur parle de crypto. On va savoir pourquoi. Et donc, je me dis, si j'arrive à leur faire passer un saut dans le métaverse avant de faire passer le deuxième saut, tu vois, ce qui est tous les cryptos et tout, je pense que c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça. Bah, en fait, ça va vraiment dépendre de qui est ta cible. Tu vois, à qui est-ce que tu veux vendre ces vêtements. Dans le Ouais. cas de Pianity, nous, c'était des fans de musique. Et donc, un fan de musique n'est pas forcément un fan de crypto ou quelqu'un qui a de la crypto. Donc, pour nous, ça a été tout de suite ultra naturel d'essayer de simplifier au maximum l'onboarding et l'expérience de ces utilisateurs-là. Dans ton cas, bah, faut te demander voilà, à qui tu veux vendre ces vêtements. Et si c'est similaire à nous, ouais, je te conseille vachement d'essayer de simplifier l'expérience. Nous, non seulement on a cette conversion qui est automatique, et en plus, on permet soit que tu connectes ton wallet, si tu en as déjà un, mais sinon, on en crée un pour toi de manière complètement, tu vois, transparente. Ok, ok, super. Ouais, parce que en l'occurrence ici, moi, c'est globalement, je m'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, donc c'est vraiment B2C, B2B, dans le sens où bah, je vais desservir du coup les particuliers qui, par exemple, comme moi, aiment s'habiller classique, et du coup, bah, ils vont vouloir aussi s'habiller classique dans le métaverse. Et B2B dans le sens où, bah, par exemple, admettons demain il y a des réunions et on va pouvoir faire des entretiens d'embauche, etc. dans le métaverse, c'est pouvoir donner du coup l'opportunité aux gens de s'habiller décemment pour aller bosser parce que voilà même si c'est dans le métavers ça reste le boulot et puis même à terme peut-être toucher par exemple je sais pas si des hommes politiques venaient à faire des conférences ou enfin, voilà admettons on peut aussi avoir un truc Vivatech version métaverse il y aurait potentiellement des gens qui voudraient s'habiller en costume là aussi et donc voilà, tout ça c'est ma cible. C'est des gens qui touchent pas forcément aux crypto ni aux NFT, donc ouais, je pense que c'est intéressant de faire cette conversion. Je note. D'autres questions? T'as encore du temps. Ouais, je me demandais si je te dis du coup que ma rentabilité se fait via plusieurs canaux. Donc, comme canaux, je parle de la vente directe des produits. Je parle des partenariats, donc avec je prends une partie sur la vente effectuée. Et puis, du coup, les royalties qui vont à chaque fois que le vêtement va se revendre à terme, si la marque venait à prendre en renom. Voilà, c'est mes trois canaux de vente pour le moment. Je sais pas ce que... Bah, c'est à peu près les mêmes que nous, donc pour moi ça me choque pas. J'ai peut-être une question, c'est tu te positionnes comment par exemple dans les partenariats, et du coup t'es prestataire de services, tu veux créer ta propre plateforme de vente de vêtements, comment ça se passe? Globalement, du coup, bah, il y a j'aurais mes vêtements particuliers donc de Gentleman Soul. Donc ça, on va dire que ça, c'est plutôt sous base de collection, mais effectivement, je voudrais créer ma plateforme, mon site en tout cas, où bah voilà, comme un Louis Vuitton, je vais pouvoir vendre mes vêtements. Et puis bah, aussi se démarquer dans le sens où les partenaires, ça va être des vêtements, enfin des marques de vêtements physiques qui existent déjà, qui vont me donner l'opportunité de voilà recréer leurs vêtements en virtuel. Et comme ça, eux, moi je prends tout à ma charge, donc c'est-à-dire que ils prennent aucun risque. Si ça se vend, tant mieux et ils font du bénéfice. Et si ça se vend pas, eh ben voilà, moi c'est moi qui aurais perdu. Et voilà. Mais donc ouais, globalement à terme, c'est créer ma propre boutique en ligne, comme du e-commerce mais pour les vêtements. Ok, bah après j'ai quand même un warning, c'est peut-être si tu te mets à bosser qu'avec des marques, tu vas vite te retrouver dans une position de prestataire de service. Ce qui est ok, Mhm. c'est ce qu'on me disait tout à l'heure sur le chemin que tu veux prendre en tant qu'entrepreneur. Il y a des gens qui vont faire une agence, tu peux faire une agence Web3 de design pour les grosses marques. Ou alors tu peux te dire je vais plutôt faire une startup scalable. Ce que je veux dire c'est que dans un cas,
tu vas pas être une startup, tu vas faire de la prestat de service. Et c'est un métier qui est assez différent je construis ma plateforme où j'arrive à scaler, dans ton cas, la vente de vêtements pour le Web3. Ok. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que si tu te retrouves à faire beaucoup trop de prestat de service pour les grosses marques, alors que toi, tu as plutôt envie de faire une plateforme scalable, ben, t'es pas aligné avec tes objectifs et du coup, tu risques de te faire un peu piéger dans cet endroit-là, tu vois. Et inversement, si tu fais des trucs scalables alors qu'en fait, ce qui te fait kiffer, c'est d'une agence, ben, tu es en train de faire quelque chose qui est pas aligné avec ta propre volonté. Ok, ok. Mais c'est intéressant, c'est un truc que j'avais pas forcément pensé. Mais effectivement, ok, c'est cool. Merci. Yes, bah merci beaucoup Ouais, Maxime. Il y a je sais pas, je pense que j'ai des questions dans le chat. Ouais, et juste une question que j'ai vue d'Alix. Est-ce que tu penses être dans le bon momentum ou t'es un peu trop tôt? Euh, Pas trop tôt, étant donné que à l'heure actuelle, je suis seul et que du coup, bah, enfin voilà, moi, je suis commercial de base. Je développe pas ou quoi que ce soit, donc j'apprends tout de zéro. Donc, je pense que c'est le bon moment, étant donné que enfin, à l'heure actuelle, je fais tout seul. Donc, voilà, le temps de bien développer la chose, je pense être dans les temps. Et puis, si quelqu'un rentre dans l'aventure d'ici le lancement, bah, c'est pas mal aussi. Donc, voilà, ça m'avancerait. Bah oui, du coup, je pense être dans le bon moment. Ok, Ça ne change jamais. ok, parfait. Parfait. Bah écoute, merci encore. C'était très très cool de t'avoir Merci à avec vous. nous. Maxime, bon courage. Et puis, Merci. À plus, yes, merci. Ça m'a salut. permis de résoudre quelques questions. Donc, voilà, très cool. Yes, salut. À bientôt. Ciao. Yes, hop. Du coup, voilà, on revient ici. Merci. Il y avait trop de questions. Ça va? Super bien. Ok, bah écoute, cool, ça fait plaisir. Il y avait trop de questions, j'ai gravement kiffé. Je sais pas si on a encore d'ailleurs. Si vous avez des questions, voilà, si vous avez des questions, on répond encore. Voilà, je pense qu'on prend une ou deux parmi les dernières. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que les invités, ils ont quelque chose à offrir à l'audience. Est-ce que tu as quelque chose à offrir à l'audience par pur hasard? Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Merde, j'ai vraiment pas pensé à ça. J'aurais pu offrir à tout le monde un NFT. Ou à quelqu'un, sinon, de l'audience que tu veux. Comment on peut faire? Parce que j'ai quand même envie d'offrir quelque chose à l'audience. C'est vrai que j'ai pas pensé, sinon je vous aurais fait scanner un NFT là en Ça, live, t'es grave mais stylé. j'ai pas pensé à les prendre. Bah écoutez, ceux qui sont intéressés par recevoir un NFT gratuit, vous m'envoyez un mail à kevin@pianity.com. Ok, ça marche. Donc voilà, si Voilà, vous faire comme passez ça. si vous êtes sur ce live ou du coup là, si vous passez sur le replay YouTube, Spotify, bah, kevin@penity.com et vous Et avez, vous mettez en titre startup local, mais je saurai. ça me va très bien. Voilà, et comme ça, du coup, vous avez l'NFT gratos. Trop cool. Et l'NFT, ça permet de faire quoi? Alors dans le cas là, vous allez recevoir aléatoirement un des NFT qu'on a fait récemment. Ok, C'est des NFT qu'on distribue. En fait, c'est parce moi je suis convaincu d'un truc, c'est que le NFT ça va être un peu le CRM de demain, l'outil marketing de demain, où en gros, il y avait une question un peu ouais, liée au marketing, mais en gros l'idée c'est si tu veux quelque chose de quelqu'un, il faut que tu lui donnes quelque chose en échange. ok, Tu vois, c'est un peu toujours le principe là, c'est toujours donnant-donnant. Donc si tu veux l'email de quelqu'un, tu vas lui donner quelque chose en échange pour avoir son email. Donc c'est pour ça que certains offrent des e-books, des choses comme ça pour avoir un email. Il y a un truc assez cool avec le NFT, c'est que c'est un truc qui se donne aussi. Tu n'es pas ouais, obligé de forcément de l'acheter. Et pour les artistes, c'est encore plus cool parce que tu vois, un artiste, il va aller se produire dans des bars, dans des salles de concert, etc. Et parfois, tu vois, même souvent, il y a peut-être 20% des gens qui connaissent et 80% qui ne le connaissent pas encore. Et en général, tu perds le contact avec l'artiste après et l'artiste perd le contact avec toi. Par contre, si pendant l'événement, tu trouves un moyen de donner un NFT à chacune de ces personnes, si elles le veulent et qu'elles le scannent, donc en gros, c'est un QR code, donc ça peut se projeter ou ça peut se donner sous forme de flyer ou voilà. Et ben du coup, tu peux garder le contact avec elle, parce que dans le cas de ok, Pianity, on va inclure tout le monde dans un groupe de discussion avec toi. ok. Moi, j'ai une question. C'est comment on peut donner un NFT et sans que les gens, du coup, l'achètent? Alors nous, ça se fait avec un QR code en général ou une URL ou un lien. Et il se passe quoi? Et du coup, bah, tu vas arriver sur Pianity, on va te dire, bah, tu as gagné un NFT, inscris-toi pour le recevoir. Et si tu es Ok. déjà inscrit, tu te connectes. Non, mais la question que j'ai, c'est que Ouais. la création d'un NFT, normalement, c'est payant. Ouais. Et du coup, tu perds de l'argent en donnant ton NFT à des gens. Ouais, sauf que sur Pianity, on prend en charge tous les coûts liés à la création d'un NFT. Donc pour l'artiste, c'est toujours complètement gratuit. Ok. Et sur d'autres blockchains? Ça, c'est payant. Bah, nous, on paye aussi, tu vois, la Ouais, mais du coup, création vous de NFT. payez pour Mais les gens qui donnent gratuitement leur NFT. exactement, ouais. Ok.
C'est intéressant. Ok, trop cool. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ok, bah voilà, ça parle toujours du marketing, je pense, tout à l'heure. Mais ok, trop stylé. Moi, j'ai une question d'ailleurs pour toi, même si je te posais ça tout à l'heure, mais je vais devoir la reposer comme ce que je pose d'habitude. Quelqu'un que tu me recommandes à ramener sur le patron? Alors, moi, je voulais te recommander Pat, donc Pierre-Antoine Dussoulier, Ok, qui a fondé IBAN First. ok. Et je pense qu'il ferait un très bon invité ici. C'est pas la boîte qui fait du check de personnalité de salarié, un truc comme ça, non? Alors non, IBAN First, donc c'est une boîte B2B qui permet aux entreprises de faire des virements dans le monde entier assez Ah oui, ok, facilement, ok, ok. en respectant les taux de change, etc., etc. Ok, Et nous, on l'avait reçu avec Hook, ouais. et j'avais bien kiffé. Ok, ça marche. Trop cool. Et quelqu'un qui te fait rêver, un founder national ou international pour le coup, que tu veux que je reçoive? Bah après, moi, j'aimerais bien que tu reçoives aussi Nicolas Julia de Sorar, tu vois. Ok, ça Je marche. trouve qu'il est très inspirant, surtout si le Web3 intéresse les auditeurs, il est très inspirant dans sa vision du Web3. Ok. Et il n'est pas dans tant de podcasts que ça. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais j'ai remarqué, t'inquiète. J'avais un début de contact, donc c'était très bien parti. Et après, on a dû décaler et tout, mais c'est pas grave, ça se fera. Ça, c'est sûr et certain. Trop cool, trop cool. Bah écoute, merci. Moi, j'ai juste une question déjà. C'est où on peut suivre tes actus? Je dirais sur LinkedIn. Je suis assez actif sur LinkedIn. Je fais à peu près un post par semaine, quoi. Donc c'est peut-être Ok. le meilleur moyen pour se tenir au courant. Et Je parle Pianetti? surtout de Pianity d'ailleurs dans mes posts, Ok. mais bien sûr je parle aussi de Hook. Ok, ça marche. Un dernier mot? Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était un plaisir. On est franchement bien installé, donc je Ah, recommande cool. à tous les futurs invités de Yes. venir ici. Trop cool. Yes, bah écoutez les amis, c'était un peu tout pour ce live, pour ce replay. Du coup là, si vous êtes sur YouTube, Spotify, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir, lâchez des commentaires, voilà. Et moi, c'est le moment où je vous annonce en exclu, bien évidemment, le prochain invité de Le Patron. Si je te dis Startup Studio pour les grands groupes, ça c'est grave stylé, moi je trouve. Pour les grands groupes, je suis sûr que tu vas me le dire et je saurai. Bah j'ai oublié, je sais pas. Yes, il n'y a pas de souci. Je vais donner un deuxième indice. Ou pas, je sais pas. Mais attends, ok. En gros, les amis, pour faire simple, c'est que, en gros, ce que j'ai fait, tu vois, c'est que là depuis 2 mois, on a switché complètement du coup de ligne éditoriale. Pendant 2 ans, on était le média des jeunes entrepreneurs. Donc pendant 2 ans, on a ramené soit des jeunes fondateurs, soit des fondateurs, que ce soit, tu vois, en freelance, en solo, en politique, tu vois, on a fait un peu tout à l'époque. Aujourd'hui, on est vraiment spécialisé sur les startups, donc on parle que de ça. Et tous les invités qu'on va recevoir, ils vont parler que de ça. Et du coup, on a pu recevoir Riyad Boulanoir de Nickel, qui l'a monté de zéro, qui est devenu aujourd'hui une grande fintech qui existe en France, même en Europe. On a enchaîné sur Cédric de Brix.co. Pareil, une très grosse boîte, très bien partie à l'heure actuelle. Après, il y a Julia de Frischti. Frischti, je pense que tout le monde connaît, une super success story. Et après, Anthony Bourbon avec Blast Club. Là, on était un peu sur la casquette investisseur. Et là, du coup, on t'a reçu toi pour la partie Web3 NFT qui m'intéressait énormément. Et surtout une boîte solide sur ça parce qu'il y a beaucoup de bullshit, je trouve, dans l'écosystème. On dit tout et rien. Il y a beaucoup de gens qui parlent de tout. Et là, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant, moi, je trouve. Et le prochain, je me suis dit, ce serait bien d'avoir, en plus, c'était la demande du public, de vous, qui était du coup d'avoir un investisseur, un business angel. Et là, du coup, j'aurai le plaisir de recevoir quelqu'un qui m'inspire énormément. Il s'agit de Patrick Amiel. Tu connais ou pas? Non. Oh là. Comment tu le connais pas? Tu peux pas ne pas connaître Patrick Amiel. Moi, j'ai découvert il y a quelques mois. Et franchement, ce profil, il est incroyable. 15 ans dans l'écosystème startup. Et là, il a monté du coup 321 Founded, qui est du coup un startup studio pour les grands groupes. Donc, il part innover chez eux, ce qui n'a aucun sens de base. Et moi, j'ai envie de savoir tout sur ça. Elle disait, moi, il investit dans plein de boîtes. Donc BA, et il investit dans plein de boîtes, dans une qui a fermé récemment. Il s'agit de Vibe. Ok. Donc Ok. voilà, il fait partie des invests de Vibe et plein d'autres, j'ai oublié le nom, mais je me suis rappelé de celle qui n'a pas fonctionné. Je suis un gros bâtard, je sais. J'avais une grande liste, tu vois, moi j'ai vu juste ça, c'est fini, je me suis dit, ah ok, et tout le reste j'ai oublié. Mais voilà, il a l'air trop cool. Moi j'adore ses tweets, j'adore ce qu'il fait, il est incroyable Patrick. Donc voilà, et ça sera du coup le mardi 15 novembre à 21h. Donc voilà, comme d'habitude, donc mardi 21h d'ici 15 jours. Et puis voilà, pour moi je pense que c'était tout.
quelque chose qu'on a oublié, non? Super. Bah, merci encore une fois, c'était Merci vraiment à très toi. cool. Merci Merci à à vous, toi. c'était grave stylé. J'ai adoré, merci à Soulfmax, Luplex et tout. Merci voilà, à vous aussi si vous êtes sur YouTube ou Spotify, ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas, voilà l'abonnement. Merci et puis passez une très bonne soirée. Salut. Merci à tous. Salut.